Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'accueille Marc Epeneguian, CEO et cofondateur de Cryptown. Salut Marc. Salut Gary et merci de l'invitation. Avec plaisir. Dans cet épisode, on va revenir sur les projets financés par Cryptown, parce que Cryptown, hein, c'est une plateforme qui finalement, alors tu vas mieux l'expliquer pendant l'épisode, hein, mais qui concrètement permet de faire ce qu'on appelle peut-être du crowdfunding version equity. On reviendra là-dessus plus en détail. Donc, quel est aussi ton rôle au sein de l'ADAN, hein, donc l'association pour le développement des actifs numériques. D'ailleurs, il y a quelques épisodes, j'ai reçu Faustine Fleuret, qui est la présidente de l'ADAN. On viendra aussi sur voilà, les projets que vous avez financés, mais aussi sur comment tu as monté une telle structure, c'est quoi d'un point de vue compliant, les comment ça fonctionne pour être dans les clous. On sait que récemment, il y a eu un autre projet français justement qui était un peu étiqueté parce que qui n'était pas dans les clous. J'ai l'impression que vous êtes un peu dans l'autre extrême. Vous êtes, je me l'ai dit en off, hein, vous êtes très compliant. Donc voilà, on reviendra sur ce point-là. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de justement liker cette vidéo si elle vous a plu et de recevoir les notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo, c'est important. Et n'hésitez pas à commenter. Merci. Déjà, Marc, pour commencer, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est Cryptown? Alors, Krypton, c'est une plateforme qui a pour but de faciliter le financement dans les startups et PME françaises dans un premier temps et européennes dans un second temps. Donc, l'idée, c'est parti du constat que les PME françaises sont sous-capitalisées, elles ont un accès à des fonds propres, donc réaliser des augmentations de capital qui est très compliqué en France, notamment par rapport aux États-Unis, où on a des ratios d'endettement évidemment beaucoup plus élevés en France qu'ailleurs. Et c'est un constat qui date il y a plusieurs dizaines et dizaines et dizaines d'années. L'idée, c'était de dire comment on pourrait avancer pour essayer de corriger tout en partie, sachant que le plus marrant, c'est que même si ce constat existe, on a observé, que ce soit avec des études statistiques ou des sondages un peu plus quali, que la population aimerait bien investir et soutenir son tissu de PME, mais elle sait pas faire. Donc finalement, on a un besoin d'un côté, une envie de l'autre, mais il se passe rien. Donc l'idée de Creighton, c'est de se dire, ok, créons un pont entre ces deux univers pour qu'ils puissent financer les PME et les PME puissent, grâce à ces fonds propres, faire effet de levier, puissent recruter, puissent réindustrialiser, puissent faire des projets de rénovation énergétique, puissent faire en fait plein de choses qu'elles peuvent pas faire aujourd'hui. Donc ça, c'était l'idée initiale de Krypton. On s'est construit autour d'une plateforme qui permet donc de financer des projets sans minimum, avec la possibilité de revendre son investissement par la suite, et le fait qu'on mâche le plus le travail pour la société en financement, avec une vision, toujours été notre vision moyen-long terme, de devenir une vraie bourse à part entière dédiée au financement des PME européennes. Et d'ailleurs, tu disais que les Français savent pas comment s'y prendre, mais quand tu dis ça, c'est en fait ils savent pas via quel outil en fait ils peuvent investir, sachant qu'en plus en France il y a un peu cette contrainte où il y a beaucoup de régulations et souvent les produits on va dire financiers intéressants pour investir, c'est surtout pour les gros portefeuilles, il faut avoir en général je sais pas 50 100 000 euros pour investir et donc des solutions on va dire abordables, il y en a peu. C'est ça. En fait, il y a des solutions pour investir dans le non-coté via des fonds d'investissement alternatifs, des FIA, mais souvent il faut être investisseur qualifié, comme tu le disais, donc mettre un minimum 100 000 euros. Donc, bon, ça touche très très peu, une très faible partie de la population. Euh, Nous, l'idée, c'était de se dire, ok, comment on peut réfléchir et construire les choses différemment. Aujourd'hui, en étant enregistré en tant que PSAN, demain, en devenant une infrastructure de marché à part entière et donc en proposant de l'action de PME, ce qui permettrait à tout le monde d'y investir directement via sa banque, via son compte titre ou via son PEA PME, et de pouvoir avoir un accès facilité puisque bah, que ce soit aujourd'hui ou demain, il y a une accessibilité qui ne nécessite pas d'être investisseur qualifié. Ouais. Je te propose déjà pour commencer, est-ce que tu peux revenir sur les coulisses de la création de Cryptown euh, comment tu as eu l'idée de créer Cryptown en 2017? C'était quoi le contexte à ce moment-là? T'en étais où dans ta carrière? C'était quoi le switch? Euh, Moi, je m'intéressais, depuis tout le temps, je m'intéresse à la finance, et notamment à la finance quantitative. Et je faisais de la recherche sur les risques factoriels, les risques de liquidité. Donc, comment on peut réfléchir différemment le risque des marchés financiers et la volatilité pour la comprendre et
comprendre comment elle est composée, on va dire. Et dans ces recherches-là, je me suis rendu compte que le risque d'illiquidité, c'était le risque qui crée le plus de volatilité pour les small and mid cap. Donc les petites boîtes cotées avaient la volatilité qui était créée vraiment par les risques de liquidité, qui est simple à comprendre, hein. Moins vous avez de liquidité, moins vous avez donc d'équilibre entre l'offre et la demande, et plus un volume important, relativement important, peut bouger le titre. Ce qui n'est pas le cas sur le CAC 40, sur le CAC 40 où quand vous achetez une action, vous n'allez jamais bouger le titre. Sur une petite entreprise, vous allez plus facilement le faire. Euh, et donc, une grande partie du risque lié à l'investissement dans les petites sociétés cotées venait du manque de liquidité. Et j'ai extrapolé ce constat au non-coté en disant, bah, ok, déjà sur le côté, en petit flottant, petite capi, il y a peu de liquidité, ça crée beaucoup de risques. Sur le non-coté, il y a encore moins de liquidité et ça crée encore beaucoup plus de risques, sauf qu'il n'est pas aussi facilement mesurable parce que c'est du non-coté. Et là, on peut mesurer une volatilité sur les marchés boursiers. On peut très difficilement le faire sur le non-coté. Néanmoins, l'illiquidité sur le non-coté, c'est un vrai problème qui existe. C'est pas parce qu'il est moins palpable, elle est moins palpable qu'elle n'existe pas. Et donc, je me suis dit, ok, si on arrivait à apporter d'une manière ou d'une autre de la liquidité sur le non-coté, plus de la digitalisation, une facilité d'accès, bah, on allait venir mécaniquement à la fois réduire en grande partie le risque de l'actif non-coté. On allait facilement aussi donner accès à des nouveaux investisseurs et réduire les coûts de l'investissement parce que ça coûte très cher d'investir de mon côté. Quand vous êtes un fonds, ça vous coûte des équipes, des due deals, etc. Et donc, en mâchant tout le travail, en s'appuyant, en permettant à une infrastructure de se placer au milieu, on allait venir finalement améliorer la qualité de l'actif non coté, donc de la PME, sans finalement lui changer quoi que ce soit à elle, et donc donner envie à plus d'investisseurs d'investir. Et donc, je me suis dit, ok, comment on peut faire quelque chose comme ça? Je savais que on pouvait pas devenir bourse dès le départ puisqu'il y avait eu un projet qui s'appelait Alternativa qui avait créé un multi-trading facilities, donc un système multilatéral de négociation, donc un peu un agrément de bourse, de petits compartiments de bourse qui s'était créé en France pour financer les PME et qui avait pas réussi à faire quelque chose de suffisamment intégré, notamment à cause de la réglementation de l'époque. Donc je savais que rentrer dans la réglementation actuelle ne me permettrait pas de faire ça. À cette époque, il y avait des discussions sur la création du régime SAN en France, sur les actifs numériques. Donc on a créé Krypton et donc les actifs qui circulent sur Krypton pour être des actifs numériques et donc pour tomber dans ce régime SAN qui permettait d'offrir cette liquidité et cette facilité d'investissement, qui néanmoins avait des défauts, notamment que ce qu'on s'échange aujourd'hui sur Krypton ne sont pas des instruments financiers, donc c'est des actifs numériques, donc l'investisseur n'est pas actionnaire de la société. Mais ça a été de la création jusqu'à, on va dire, l'année dernière. Et en parallèle de ça, en plutôt travail de fond, on a avancé, que ce soit avec des régulateurs ou avec les gouvernements français et européens, sur la création d'un nouveau règlement européen qui s'appelle le DLT Pilot Regime, qui a été voté en 2022 et qui est effectif depuis mars 2023, qui permet de faire ce qu'on veut faire en devenant une vraie bourse. Et donc, ce qui n'était pas possible en 2017, bah, de le faire réellement et de le rendre possible. Donc, là, on est en plein dedans pour le devenir. Et ça permettrait de devenir la première infrastructure de marché unifiée. J'expliquerai ce que ça veut dire un peu par la suite, mais qui permettrait de financer en action des PME, en augmentation de capital et en action pour les investisseurs, et directement via son compte titre. C'est-à-dire qu'on serait une bourse à part entière. Donc, quand vous êtes connecté à, disons, votre banque, disons Boursorama, bah, quand vous achetez via votre compte titre une action BNP, et ben vous voyez pas, mais elle est routée vers Euronext, etc. Bah, quand vous achetez une action d'une PME qui sera chez nous, vous le voyez pas, mais ça sera routé chez nous, et donc pour vous c'est invisible puisque ça permettra d'investir directement de votre banque sans rien faire. Et ça, pour nous, ça a toujours été la finalité. Et c'est ce qu'on veut faire, c'est ça qui permettra de réellement démocratiser l'investissement. Et aujourd'hui, on n'est pas très loin d'y arriver. Il nous reste quelques étapes, mais le cadre réglementaire le permet en tout cas maintenant. Ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. Ok, alors hyper intéressant, pas mal de questions par rapport à ce que tu viens de dire. Déjà, je pense que c'est intéressant de rappeler la différence entre ce que c'est une boîte cotée d'une boîte non cotée. Ouais, alors, il y a la différence, on va dire, la, la vraie différence réglementairement, juridiquement parlant, c'est qu'une boîte non cotée a son registre des actionnaires tenu par le président de la société.
Donc soit sur papier c'était la seule solution possible jusqu'en 2018, soit depuis l'ordonnance blockchain 2018, le président peut tenir sur registre de manière dématérialisée si il utilise une blockchain pour le faire. Donc il y a des solutions qui existent. Donc ça, vous êtes de mon côté. C'est moi président, donc je suis président de Krypton, c'est une SAS de mon côté. J'ai un registre qui tient tous les actionnaires, qui tient les mouvements de titres, et c'est à moi de le tenir. Et quand, par exemple, il y a un actionnaire qui cède une action à un tiers, euh, ils doivent me notifier de la cession. Et c'est le mouvement sur le registre qui acte le changement de propriété. Donc c'est moi, président, qui acte les changements de propriété des actionnaires. Donc c'est pas la cession qui l'acte, c'est le changement de registre. Quand vous êtes coté, bah finalement c'est plus vous, président, qui avez ce pouvoir. Vous donnez ce pouvoir au dépositaire central des titres cotés. Donc c'est enfin pratiquement tout le temps en Europe Euroclear, qui est une société. Et donc vous perdez ce pouvoir et c'est elle qui va mouvementer le registre, qui va tenir le registre des actionnaires selon les transactions qu'il va y avoir, que ce soit en bourse ou que ce soit quand on parle en nominatif pur, ça peut être toujours en bilatéral. Mais en tout cas, être coté, ça signifie ne plus avoir nous-mêmes la tenue de registre. Par contre, ça a d'autres implications. Donc là, c'est la définition, on va dire, stricto sensus. Mais quand vous êtes non coté, si toi, Gary, tu vas acheter une action d'une PME non cotée, bah ça va être très manuel. Tu vas t'approcher d'un actionnaire existant, tu vas regarder s'il a le droit de te vendre selon le pacte ou les statuts, tu vas signer un contrat, un CERFA, tu vas l'enregistrer aux impôts. Dans le côté, euh, tu vas utiliser une bourse, une plateforme d'échange comme Euronext, tu vas passer un ordre d'achat et automatiquement, bah, au bout de 2 jours, qui est le délai du règlement de livraison, tu vas devenir actionnaire sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit de plus, sans que tu aies besoin de vérifier quoi que ce soit et sans surtout que tu aies besoin de connaître personnellement le vendeur. Parce que là, tu vas acheter à quelqu'un, finalement, tu sais même pas qui t'a acheté. Et ça, c'est le grand avantage du côté. Tu peux néanmoins faire dans un système, sur une société cotée, ce qu'on appelle du gré à gré. Donc toi-même t'approcher d'un actionnaire existant et de lui racheter en bilatéral, ça va quand même passer par toute l'infrastructure de marché par la suite. Donc le côté finalement va te rajouter la possibilité d'acheter et de revendre beaucoup plus facilement à des personnes que tu connais pas et avec un prix où tu as une certaine visibilité sur le prix. Parce que quand tu es sur le non-coté, bah, ok, tu connais un actionnaire d'une société qui veut te revendre ses actions, t'as aucune idée du prix, lui non plus. Tu regardes la boîte, mais finalement il n'y a pas eu d'autres transactions. Ça va être de la négo. Alors que sur une boîte cotée, bah, t'as un cours, t'as une historique des transactions, des volumes. Donc t'arrives à te baser sur des éléments un peu plus tangibles. Donc voilà, le côté c'est finalement industrialiser l'actionnariat des boîtes. Et donc là où tu es très manuel dans mon côté, bah juste tu te reposes sur de l'information, sur une infrastructure, sur de l'aide pour le côté. Ouais, ouais, c'est vrai qu'avec le non-coté, ça prend beaucoup plus de temps. Et en plus, d'ailleurs, c'est pas dit que la transaction puisse se faire. C'est-à-dire que j'imagine que c'est le C-level président qui peut décider ou non, enfin, qui peut aller à l'encontre d'une transaction peut-être. Alors, non, généralement, c'est pas le président, c'est plus le pacte ou les statuts. Donc, il y a des D'accord. clauses d'agrément et il peut y avoir de la préemption. Donc, préemption, c'est OK, Gary, je te rachète moi tes actions à 100 euros unité. Donc, pour 100 actions, on va dire 10 000 euros. Donc, on est d'accord, on notifie aux actionnaires le fait qu'on va faire la transaction. Et un actionnaire préempte, on dit OK, non, mais moi, je vais acheter à 10 000 et je suis prioritaire. Et donc, finalement, toi, tu vas quand même vendre, mais ça sera pas Mhm. à moi. Et ça, Ouais. on peut rien y faire. Et souvent, les pactes prévoient des clauses de préemption. Euh, bon, on peut les faire sauter, mais c'est compliqué. En fait, tout est compliqué. Et généralement, comme c'est compliqué, bah, il n'y a pas de chose, enfin, il n'y a pas de transaction. Parce que si tu as besoin je sais pas, tu as investi dans une boîte 50 000 euros. Il se trouve que pour une raison Y, tu veux partir en vacances, t'as pas de liquidité ou quoi que ce soit, tu as besoin de 5 000 euros. Bah, en fait, c'est inenvisageable de vendre 10% de ta participation pour avoir ces 5 000 euros. Tu vas plutôt faire 1000 autres choses dans ta vie pour les trouver, mais c'est beaucoup trop compliqué. Tu aurais investi ces mêmes 50 000 euros dans cette même boîte en bourse. Bah, en fait, en un clic, tu aurais pu revendre, toucher tes 5 000 euros. Donc, tu as le même actif sous-jacent, mais finalement, tu n'as aucune capacité à toucher tout ou partie de ton argent dans un, et tu as une capacité réelle de toucher tout en partie de ton investissement quand tu veux dans l'autre. Et donc, la décision d'investir est pas la même. Par exemple, enfin, comme j'ai dit, c'est la même société, mais dans un cas de figure, tu investis en mon côté, tu te dis, OK, je prends la décision d'investir aujourd'hui 50 000 euros, je sais que pendant 7 ans, j'oublie cet argent et on verra ce qui se passera dans 7 ans. Dans l'autre cas de figure, c'est la même boîte, c'est les mêmes dirigeants, tu as eu les mêmes conversations, tout est pareil.
sauf que tu vas investir via une infrastructure. Donc déjà, ça va être beaucoup plus simple d'investir. Tu vas le faire en ligne. Et tu sais que tu vas pouvoir plus facilement, voire beaucoup plus facilement revendre si tu as besoin. Alors, ça va pas être non plus incroyablement facile parce qu'il n'y aura pas une liquidité folle sur ces petites sociétés, même si elles sont cotées. Mais en tout cas, ça sera beaucoup plus facile. Et donc, ta décision d'investir, eh ben, elle n'est pas la même. Dans un cas de figure, bah, ça va être compliqué, tu vas devoir faire du papier, ça va être long, ça va être coûteux, tu peux être préempté, tu vas avoir les clauses d'agrément, tu vas jamais pouvoir revendre. Dans l'autre, bah, tout est en ligne, facile, tu peux revendre. Donc, on pense que le côté amènera mécaniquement plus de gens à financer les PME parce que ces barrières qui sont très administratives, bah, en fait, elles bloquent beaucoup de personnes à juste cause. Ouais. Euh, Vous attaquez un énorme marché, hein, qui est le marché de la tokenisation de l'equity, où il y a beaucoup de barrières réglementaires. On va revenir là-dessus. Déjà, pour venir donc sur la création de Cryptown, comment tu as commencé? Est-ce que tu as commencé avec un projet? Et d'ailleurs, on viendra après là-dessus, mais tu disais que jusqu'à l'année dernière, je crois, c'était donc, c'était vraiment de l'utility. Vous pouvez pas monétiser les actions des sociétés. Et donc, qu'est-ce que vous monétisiez à la place de ça? Alors, c'est pas jusqu'à l'année dernière, c'est toujours le cas aujourd'hui où c'est des Ok, actifs numériques, mais c'est juste on rentre dans le parcours pour devenir une vraie bourse et donc de faire de l'action. Donc aujourd'hui, on achète des actifs numériques, donc c'est un actif qui n'est pas un instrument financier ni un bon de caisse au sens du droit français et européen. Et donc, on n'a pas de droit de vote, on n'a pas le droit à l'information, mais on est corrélé à la valeur de la société par un ok, montage qu'on a mis en place. Néanmoins, on n'a aucun droit d'actionnaire, on n'est pas actionnaire, on n'a pas droit d'information, on n'a pas de droit de vote, on n'a pas son mot à dire. Donc c'est pas du tout idéal, mais ça permet néanmoins aux boîtes de se financer. Ça permet de tester la robustesse de l'infrastructure, de tester aussi le marché secondaire, les transactions. Mais on a un plafond de verre et on sait très bien que depuis le début, on est assez clair sur le fait que c'est pas du tout ça le endgame et c'est une première marche vers la création de cette infrastructure vraiment bourse. bien sûr. Mais donc, ça veut dire que si j'achète 1% d'une boîte listée sur Cryptown, ça veut dire que bien sûr, je ne pourrais pas voter ou être au courant des informations concernant cette boîte. En revanche, est-ce que je détiens quand même 1% de la valeur de la boîte? Et est-ce que s'il y a une redistribution des bénéfices, j'aurais bien 1%, enfin, donc au prorata 1% des Ouais. distributions? Alors, si tu achètes tes tokens sur Krypton qui sont corrélés à 1% de la boîte, parce que tu n'achètes pas directement 1% de la boîte, en tout cas aujourd'hui, euh, oui, tu vas pouvoir toucher ta partie, notamment si la boîte est rachetée, euh, parce qu'en en fait, on a un mécanisme où on a un vrai actionnaire, qui est une boîte qu'on contrôle, qui rentre au capital de la société, qui est l'émetteur des actifs numériques, et quand cet actionnaire revend sa participation à un tiers, si la boîte par exemple est rachetée, et ben via le marché secondaire va racheter les tokens aux investisseurs existants. Et donc ça permet de bien toucher une partie de sa plus-value. C'est juste que tu n'as aucun droit d'actionnaire et tu n'as aucun lien avec la boîte pendant toute cette période. Ok. Alors, si je comprends bien, ça veut dire qu'en fait, et j'ai l'impression que c'est ce qui se fait aussi dans l'immobilier aujourd'hui pour pas contourner la réglementation, mais s'adapter à la réglementation, c'est qu'en fait, vous allez créer une structure qui va prendre des participations donc dans la boîte en question, et en fait, en achetant des tokens, en fait, j'achète un pourcentage de la boîte qui va ensuite participer, enfin prendre, entrer au capital, Non, en fait. tu Non. n'achètes pas un pourcentage de cette structure, tu achètes des actifs numériques émis par cette structure, mais tu Oui. n'achètes pas des actions de cette structure. Et c'est pas, en fait, nous on a construit le modèle Krypton actuel pour voir comment on pouvait naviguer dans la réglementation SAN, donc en attendant qu'il y ait le régime pilote, en permettant le financement en fonds propres des PME. Donc c'était pas une manière de contourner la réglementation, c'était plusieurs, ok, la réglementation SAN nous permet de faire des choses, elle ne nous permet pas de faire autre chose. Nous, au final, on avait en prérequis de faire en sorte que l'investissement pour la PME, ça soit du fonds propre, mais finalement, pas trop de prérequis pour le reste. Et donc, je te dis, comment on peut faire pour construire un modèle où la PME reçoit ses fonds propres, finalement. Donc, c'est une augmentation de capital à son niveau, mais c'est un actif numérique au niveau de l'investisseur final. Et donc, ça a nécessité évidemment pas mal de recherches. On a eu beaucoup de dépenses juridiques, mais qui étaient nécessaires pour voir comment on peut créer cet actif numérique qui est bien un actif numérique dans le sens du droit français, mais qui permet quand même de financer des sociétés. Et d'ailleurs, enfin, c'est vraiment un use case là qui est excellent parce qu'en fait, sans la blockchain, vous n'auriez pas pu faire
j'allais dire votre POC, mais c'est bien plus que ça, hein, votre solution jusqu'à maintenant. En fait, vous aviez besoin de la blockchain pour ça. Oui, à plein de niveaux. Euh, Déjà, bah, le régime SAN, c'est un régime sur les actifs numériques et donc sur des actifs qui sont échangés sur une blockchain. Tu vas pas tomber dans le régime SAN si tu n'utilises pas une blockchain. Second point, bah, nous, on tient le registre des actifs numériques sur une blockchain. C'est pas impossible de tenir un registre sur une base de données. Néanmoins, ce serait beaucoup plus compliqué. Et deux, quand vous faites du règlement de livraison, quand vous faites des transactions, quand vous mettez de la mise à jour, une blockchain, c'est fait pour, avec de base prévu des portefeuilles, des wallets pour les utilisateurs, une gestion de ces derniers, une gestion des inscriptions d'historique. Sur une base de données, il faudrait reconstruire plein de choses et à la fin avoir quelque chose de moins safe, de moins résilient. Donc, pour nous, la blockchain, c'était idéal. Sachant que j'imagine que, enfin, d'un point de vue expérience utilisateur, pour l'utilisateur, la blockchain elle est invisible. C'est-à-dire que moi, Gary, je vais me connecter avec mon adresse mail sur Cryptown. Peut-être je vais faire un KYC, donc une vérification d'identité. Et donc cette vérification d'identité sera associée au wallet qui sera créé et associé à mon adresse mail. Mais pour moi, en tant qu'utilisateur, j'imagine que c'est invisible. Et après, pareil, dès qu'il y a une transaction, donc par exemple, j'investis dans telle boîte, j'imagine encore une fois que bah, moi, je vais faire un achat en euros, par exemple via virement bancaire. Mais encore une fois, je ne vais pas passer par des stablecoins ou je sais pas. Quoique c'est peut-être possible, mais c'est pas la solution, la seule solution en tout cas. Alors, nous, quand tu t'inscris sur notre site, tu vas faire un KYC, on va te poser des questions, donc tu as un questionnaire. Euh, une fois que tu as ton inscription qui est validée, donc quand c'est le cas d'une personne physique qui télécharge une carte d'identité française, bah, c'est souvent instantané la validation. Dans les autres cas, bah, on a du manuel. Une fois que tu vas avoir ton compte validé, on va te créer un wallet sur une blockchain qui va être rattaché à ton compte et on va te créer surtout un compte banalisé en euros à ton nom prénom. Donc tu vas pouvoir avoir des vrais euros, donc c'est pas des stablecoins, c'est de l'euro sur notre plateforme et tu vas pouvoir, la première chose à faire, ça va être de créditer ce compte IBANisé en euros. Tu peux le faire de trois manières. Soit par carte bancaire, donc avec la carte, tu vas top up ce compte, mais il faut bien comprendre que ce compte, il t'appartient. Soit par virement SEPA, donc tu as un IBAN, si tu te fais un virement à toi-même, donc tu le rajoutes en bénéficiaire dans ta banque et tu te fais un virement à toi-même, soit par initiation de virement. Donc on a intégré une solution qui s'appelle TrueLayer. Et donc sur notre site, ou si c'est encore mieux si tu es sur ton téléphone, tu vas pouvoir rentrer le montant que tu veux investir. Tu vas cliquer sur un bouton, ça va ouvrir l'application de ta banque et ça va pré-remplir toutes les informations sur le bénéficiaire, sur le montant que tu vas investir, etc. Et en un clic, ça va initier le virement. Donc le virement, il va être soit instantané, soit il va durer 48 heures à arriver, même de cette manière-là. En tout cas, ça sera hyper simple dans la mise en place. Et une fois que ton compte IBANisé en euros est crédité, tu reçois un mail. Et donc, quand tu te reconnectes sur la plateforme, disons qu'il y a 1000 euros, et là, tu vas pouvoir investir dans les actifs numériques en un clic, puisque c'est déjà là. Et donc, mécaniquement, quand tu investis sur le marché primaire, bah, tu mets 100 euros, tu appuies sur investir, tu vas être débité sur son compte des 100 euros, donc il va te rester 900, et tu vas recevoir tes tokens. Et quand tu passes des ordres sur le secondaire, donc sur le marché secondaire, bah pareil, tu vas pouvoir dire, ok, je souhaite acheter 10 tokens à 100 euros unité, donc ça coûte 1000 euros. Bah, c'est inscrit l'ordre. On réserve les 1000 euros de ton compte IBANisé parce que quand tu as passé l'ordre, tu les as pas encore achetés, ça nécessite d'avoir un vendeur, donc on va réserver. Donc toi, tu vas avoir affiché 0 sur ton compte IBANisé et tu n'auras pas encore de token. Par contre, tu pourras supprimer l'ordre à tout moment et réavoir l'argent sur ton compte. Et une fois que la transaction est effectuée, donc il y a une contrepartie en face, le règlement de livraison a lieu immédiatement et donc tu es réellement débité et tu touches tes tokens. Et à tout instant, tu peux faire un retrait vers ton compte IBANisé, ton compte réel, ton compte courant à toi, quand tu veux sur la plateforme. Ok. Ouais, pour revenir à ma précédente question sur un peu les débuts hein, de Cryptown, ça a été quoi un peu les premières étapes pour mettre un peu la machine en route Déjà, il faut savoir que quand on s'est créé, il n'y avait pas encore le régime SAT. Donc les premières étapes, ça a été de créer la plateforme. Donc on avait au tout début, on a commencé avec 4 développeurs Day One. Et donc, Et vous aviez levé des fonds à ce moment-là ou vous en non, non, étiez? Non. on a deux développeurs qui sont cofondateurs. Ok. Et donc, on s'aide. Et après, non, on avait nous, cofondateurs, qui avaient mis nos économies. Donc, on a créé la plateforme qui, euh, qui était un gros morceau.
déjà à l'époque. Aujourd'hui, elle est bien plus complexe, mais déjà un gros morceau à l'époque. Et je pourrais donner deux, trois anecdotes dessus. Et en Avec plaisir. parallèle, alors, sur la partie technique, donc on a créé la plateforme. Moi, c'était marrant parce que j'avais aucune capacité à designer des plateformes. Je venais de la finance, de marché, etc. Et j'avais fait sur des feuilles A4 des dessins de comment je voyais les pages, mais très basiques. Et donc, c'était un peu ce qui était arrivé dans V01 et après, on avait fait évoluer la chose. Euh, faut savoir que quand on a lancé notre premier projet, parce que la plateforme, elle a pris même avec 4 développeurs et rapide près de 6 mois de développement, ce qui est beaucoup, hein, vraiment ce qui est beaucoup. Euh, on a lancé la plateforme, on a lancé la première société en financement, alors que le marché primaire était terminé, mais il n'y avait pas encore de marché secondaire terminé. Donc quand on a lancé la première boîte, si elle réussissait trop vite, eh ben, on allait paniquer sur quand on allait gérer le secondaire. Donc nous, pendant que opérationnellement on gérait le financement de la première boîte, comme je dis nous, c'est les opérationnels, les techs finissaient le secondaire. Et ça a été pendant 2 semaines, je pense tout le monde a fait beaucoup de nuits blanches, mais finalement tout a été entré dans les clous. Et c'est vrai que quand on a un peu cette pression et cette obligation de résultat, c'est là où on avance le mieux, je trouve. Donc c'était une période quand même très sympa avec un peu de recul. À l'époque, on le vivait pas comme ça. Donc il y avait la partie tech, il y avait la partie monnaie depuis le départ, donc en étant agent de monnaie, d'émetteur de monnaie électronique, donc pour la partie cash, comment on allait faire circuler les euros sur la plateforme. C'était très facile de trouver des solutions pour l'investissement primaire, parce qu'on aurait pu faire une solution par carte bleue, des trucs comme ça, mais comme on avait cette volonté de créer un secondaire, on avait besoin de pouvoir stocker, entre guillemets, indirectement, l'argent en euros de nos clients. Et ça, c'est directement beaucoup plus complexe. Et Et juste par rapport à cette partie-là, donc quand vous avez lancé la V0, enfin la première version, il y avait vraiment déjà la partie IBAN à partir de Day One, et vous aviez un prestataire, j'imagine, pour oui, un tout à fait. partenaire bancaire. Tout à fait. Donc on a changé de prestataire depuis, mais on a eu un prestataire Day One. On ne pouvait pas se lancer sans, c'était Bien vraiment un sûr. prérequis absolu. Mhm. Euh, et donc alors c'est aussi une chose importante à dire, c'est que à cette époque quand on s'est lancé, donc on était en actif numérique, comme aujourd'hui, mais il n'y avait pas encore le régime SAN, parce qu'on s'est lancé en 2018. Et, euh, et donc il n'y avait pas les obligations KYC pour les acteurs. Comme nous, on était un PSAN, mais pas encore enregistré, comme le régime n'existait pas encore, comme tous les acteurs. Donc, tous les acteurs ont commencé, entre guillemets, la plupart sans KYC, parce que c'était pas une obligation. Mais nous, comme on était avec un prestataire qui était émetteur de monnaie électronique et qu'on était agent d'émetteur de monnaie électronique, on avait cette obligation KYC Day One. Donc, nous, depuis le premier jour, on faisait les KYC de nos utilisateurs. Et donc, ça rajoutait une étape qui était plus complexe, mais enfin, j'ai envie de dire problématique quand si on avait de la concurrence, mais comme nous on était les seuls, c'est pas grave parce personne se disait à cause de ça, j'allais pas au bout. Mais quand on a été enregistré PSAN, ça nous permettait de pas avoir un historique à corriger en remettant à tous les anciens des règles un peu plus complexes. Ouais. Et juste une question d'ailleurs par rapport aux partenaires bancaires, je trouve ça intéressant. C'est qu'en France, forcément, le monde des monnaies électroniques n'aime pas forcément les cryptos. Est-ce que ça a été un frein de convaincre un partenaire bancaire pour votre projet au début? Alors, c'est très compliqué pour les acteurs, toujours en France aujourd'hui, de trouver des comptes bancaires et encore plus de trouver des partenaires comme on avait pour le côté agent. Euh, on a un peu toujours été l'exception qui confirme la règle sur ces sujets. Donc, pour plusieurs raisons, notamment parce qu'on utilise des actifs numériques, mais c'est pas vraiment de la crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'on est sur des blockchains permissionnées. Et donc, on n'a pas de problématique de flux en crypto entrant et sortant. Donc, il n'y a aucun risque supplémentaire lié à la crypto sur des problématiques de financement du terrorisme ou au blanchiment d'argent, ce qui fait peur aux banques. Mais nous, on arrivait facilement à démontrer que non, il n'y en a pas chez nous puisque c'est sur une blockchain permissionnée et que les tokens sont émis que chez nous et ne sortent pas de notre plateforme. Euh, et après, parce qu'on finance des PME en fonds propres, il y a quand même un côté les banquiers, même de l'époque, qui connaissaient pas trop le Web3, comprenaient l'intérêt de faciliter le financement des PME françaises. Et donc, ils arrivaient à comprendre notre projet et pourquoi on faisait ça.
Donc, on va dire, pour nous, ça a toujours été relativement simple. Je dis relativement parce qu'on a quand même quelques complexités. Mais par rapport à ce qu'ont les autres PSAN aujourd'hui et à l'époque, et ils continuent à se battre, bah, on a été relativement chanceux. Ok. Et alors, pour revenir donc sur la création, une fois que vous avez lancé la première version, j'imagine que vous aviez déjà dans le pipe plusieurs projets. Et d'ailleurs, quand tu as un projet que tu es censé être le projet un peu bêta-test, est-ce qu'il y avait un côté un peu effrayant pour ces projets-là ou ils étaient vraiment très partants day one pour être listés sur la plateforme? J'ai envie de dire les deux. Ils étaient partants. C'était Taco, le premier projet. Donc, c'était une start-up qui créait un concurrent à Uber, mais avec des taxis. Donc, à l'époque, on pouvait pas réserver un taxi comme on réservait un Uber. Et donc, le but de Taco, c'était de permettre de faire une application pour faire ça. Et ils ont levé 475 000 euros sur notre plateforme, qui a été pendant longtemps la plus grosse opération, donc qui a été dépassée par Centexpat depuis. Mais donc ça a été vraiment un challenge, surtout que quand on lance un projet en même jour que le lancement en prod de la plateforme, bah, on avait plein de bugs techniques et plein de choses qui marchaient pas. Donc on a dû corriger, sauf que c'est très simple de corriger des bugs quand vous n'avez pas de projet en prod parce que en fait vous mettez, moi j'aurais mis pression sur les devs et on n'aurait pas été pressé à outre mesure. Là on avait une société qui jouait sa vie via le financement sur notre plateforme, qui mettait la pression à moi sur des bugs techniques. Donc moi qui dormais pas déjà à cette époque, ça crée une atmosphère où on était en prenant en compte les enjeux immenses. Parce que c'est ça le problème. Enfin, c'est le problème. Non, c'est aussi ça qui nous a permis d'avancer vite et bien. C'est que on vend pas, on n'est pas une marketplace qui vend, je sais pas, des chargeurs où si ça marche pas, quelqu'un peut racheter l'autre. Là, on finance une boîte et c'était vraiment, bah, sans nous, elle mourrait. Avec nous, elle continue d'exister. Et donc, pour eux, pour les fondateurs, bah, c'était, enfin, ça doit marcher. Et donc ça a été une période très Ouais. stimulante, mais voilà, ça a été une mise en prod où on a vécu un stress assez important. Ok. Parce que cette boîte en question, Taco, j'imagine que ils vous ont juré entre guillemets l'exclusivité dans le sens où ils auraient pu faire aussi, enfin, lever de l'equity via d'autres plateformes. D'ailleurs, est-ce que Alors ça aurait été possible non, ou pas? Et c'est alors intéressant. déjà non, ils nous ont pas juré l'exclusivité et vraiment pour le coup, et là vous allez voir que je suis pas toujours le plus business, mais nous, enfin moi j'ai créé Krypton pour financer une PME et le but c'est que la PME se finance. Et donc nous on Mhm. est heureux quand la PME s'est financée. Chez nous, pas chez nous, tout en partie chez nous, peu importe. Parce qu'en fait, quand vous faites quelque chose avec vraiment cette volonté de financer les PME, bah, tant mieux. Nous, on met jamais aucune barrière. Et donc, quand elle nous dit quoi que ce soit, elle a besoin de quoi que ce soit, elle veut faire en parallèle sur une autre plateforme, ou elle veut faire un autre truc, ou elle veut faire, enfin, on lui donne toujours la flexibilité nécessaire. Puisqu'au final, notre seul KPI, c'est que son financement soit réussi. Ok. Mais c'est intéressant pour comprendre un peu les mécanismes, les solutions qui existent. Donc, une telle startup comme Taco, euh, c'était quoi le marché jusqu'à maintenant? Donc, c'est vrai que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a les plateformes de crowdfunding, c'est-à-dire que tu lèves, mais pas forcément pour être intéressé au capital, juste on promet quelque chose en retour. Ensuite, tu as les plateformes d'equity crowdfunding, comme Anaxago par exemple. Euh, Vous, c'est peut-être votre concurrent le plus proche, ces plateformes-là, cette catégorie, les plateformes d'equity crowdfunding. Bah, alors, le crowdfunding, t'as raison. Donc de base, c'est du préachat. Donc ça, c'est pas du financement en fonds propres. Après, il y a eu le crowdfunding en obligataire ou en equity qui sont arrivés en France. Euh, des plateformes comme WeSeed, Anaxago, Ouais. qui financent beaucoup de projets. Mais c'est des plateformes qui ont vu leur business model évoluer vers de l'obligataire et de l'immobilier au fil des années. Et donc la partie qui investit en equity dans des PME, euh, au global en France, via le crowdfunding, est relativement faible parce que euh, investir en equity via le crowdfunding, c'est investir en nos côtés, c'est avoir les problématiques euh, contractuelles, papier et aucune liquidité dont on a parlé au départ. Et nous, on pense toujours que c'est ça la problématique. Et donc, au final, bah, on considère que notre solution répond à des besoins similaires de manière totalement différente. Et là où pour nous, il y a des blocages forts qui sont ce fait que c'est pas complètement digitalisé et surtout qu'il n'y a pas de liquidité, bah, eux peuvent pas y répondre aujourd'hui parce que la réglementation de crowdfunding permet pas des échanges fluides. Et donc, on considère que c'est pas réellement des solutions concurrentes puisque notre vraie valeur ajoutée, ils peuvent pas l'avoir.
Même si au final, pour la boîte, c'est la même chose. Mais pour les investisseurs, on considère que c'est très différent. Après, ils ont plein d'autres avantages, hein. Notamment, pour eux, c'est l'action, ça rentre dans des avantages fiscaux que nous, on n'a pas. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, on a décidé de prendre une solution qui était très atypique, qui présentait moins d'avantages, on va dire, d'un point de vue fiscal, mais qui était techniquement ce qu'on voulait faire à la fin. Donc notre vision finale technique, on l'a eu dès le départ, et en se disant, OK, on rattrapera les autres euh, dans quelques temps, dans quelques mois, dans quelques années, avec le DLT Pilot Regime dont j'ai parlé, qui va nous permettre finalement d'avoir les deux, ce qui est que personne n'a aujourd'hui, et on espère être le premier à avoir cumulé ces deux. Et là, réellement, on aura finalisé notre mission qui sera de dire, OK, on a une plateforme où tout est digitalisé, où il y a un marché secondaire, où c'est de l'action pour les investisseurs, ils peuvent investir de leur banque, et ça cochera toutes les cases. Ok. Il y a d'autres solutions, tu vois, qui me viennent en tête. Bon, on en voit de plus en plus. Tu vois, je pense par exemple au Blast Club d'Anthony Bourbon. Donc c'est une solution hein, où tu payes un membership pour appartenir à ce club. Et après, tu as des deals dans lesquels tu peux investir en tant que VC. En fait, c'est des deals à la base qui sont vraiment réservés à des VC et qui deviennent accessibles aux particuliers. Est-ce que ça, pareil, c'est quoi votre positionnement par rapport à ce type de plateforme? Est-ce que d'ailleurs, pour toi, tu considères que c'est une plateforme d'equity crowdfunding ou c'est un peu différent? C'est intéressant de comprendre le Ouais, positionnement. moi je considère un peu que c'est similaire à l'equity crowdfunding, ce que fait Blast, où leur plus-value, ça va être surtout le sourcing qui est, on va dire, moins visible, et on a l'impression d'être dans un club privé, d'accéder à des deals un peu différents. Et pour nous, déjà c'est très bien, ça existe sur des choses, et pour nous, notre vision, je me suis dit, c'est à terme d'être une infrastructure, et donc, moi, ma vision finale, c'est que des Blast ou des plateformes de crowdfunding fassent le même métier, et donc cherchent les mêmes boîtes avec les mêmes investisseurs, sauf qu'au lieu de le faire manuellement aujourd'hui, s'appuie sur notre infrastructure pour le faire. Et donc nous, on dématérialisera tout le process, on nous fera de la liquidité, mais on aimerait et on veut travailler avec ces plateformes-là. Ok, c'est hyper intéressant. Donc ouais, l'idée, pour l'instant, vous êtes vraiment une plateforme sur laquelle les projets peuvent lever en échange d'equity. Mais à terme, donc, ça serait vraiment de vendre votre infrastructure de service en marque blanche pour justement permettre. Alors, ce ne sera pas de la marque blanche dans ce cas de figure, Ouais, ça sera un fonction qui est un peu, enfin qui existe dans la bourse, mais qui est un peu plus atypique par rapport au monde tech actuel. C'est un peu un fonctionnement de listing sponsor. Par exemple, quand vous, euh, toi, t'as une société, tu veux la coter sur Euronext, tu vas pas parler à Euronext, tu vas parler à un listing sponsor qui va créer ton dossier avec toi, qui va euh, t'amener voir les intermédiaires dans Euronext, et qui va, avec une banque d'affaires, trouver les investisseurs, tout le monde se retrouve sur Euronext, mais finalement, personne s'est connecté en direct sur Euronext. Okay. Et nous, c'est un peu ça. On les voit comme une sorte de listing sponsor plus banque d'affaires, où nous, on a une infrastructure, c'est-à-dire on leur met tout à disposition pour faire les missions, gérer les flux ou gérer le marché. Mais c'est eux qui trouvent la boîte, c'est eux qui, avec nos process, opèrent les due diligence, c'est eux qui trouvent les investisseurs. Et finalement, ils se pluguent sur notre infrastructure juste pour que ça s'occupe de tout, le process de cotation, les échanges, mais que finalement, ils arrivent à déployer le même business model, à faire le même métier auprès des mêmes investisseurs. C'est juste qu'ils rentrent dans une infrastructure cotée. Et donc, ils ont tous les avantages de ça qu'ils n'ont pas aujourd'hui. ouais, c'est intéressant. Donc l'idée, c'est vraiment de centraliser la liquidité pour des boîtes non cotées, finalement, pour les rendre cotées d'une certaine manière. Elles deviendront cotées chez nous. Elles Ouais. seront réellement considérées comme cotées. Mais c'est intéressant, ouais. On en reparlera après justement de ce terme de tokenisation de l'equity, mais c'est vrai, c'est un sujet un peu à la mode qui pourrait vraiment lever plein de barrières. Déjà pour venir donc sur Taco et votre premier projet levé, ça a mis combien de temps pour lever Tu parlais de plus de 400 000 euros, 475 je crois, ça a mis combien de temps? Ça a mis de me souvenir 6 ou 7 semaines, quelque chose comme ça. Ok, 6-8 semaines. Et intéressant. Et vous aviez d'autres projets aussi dans le pipe? À l'époque, on avait d'autres, parce que dans le pipe, t'as toujours plein, mais c'est plus ou moins avancé. C'était vraiment le seul réellement avancé. Ok. Euh, Et bah, la question que je me pose aussi, c'est comment vous avez réussi à trouver autant d'investisseurs pour lever plus de 400 000 euros comme premier projet. Enfin, c'est énorme. Quel on- canal on d'acquisition? en fait, on s'est rendu compte dès le début, et ça s'est confirmé avec la suite, que la manière la plus simple de trouver des investisseurs pour financer une boîte, c'est de parler à des gens qui connaissent déjà la boîte. Et donc, c'est le réseau direct ou indirect de la boîte, soit les clients, soit les chauffeurs. Il y a eu beaucoup de chauffeurs qui ont investi, donc de taxis, qui ont investi en Taco.
et donc et de l'écosystème des cofondateurs, parce que finalement nous on aura beau parler de la plateforme Krypton à au grand public, ok, ils appréhendent un peu qui on est, ils comprennent pas trop, puis après ils doivent comprendre les projets, donc ça rajoute deux barrières, alors que quand vous parlez à quelqu'un qui aime bien Taco de base, qui a jamais pensé à les soutenir financièrement, mais en tout cas qui aime bien la boîte, qui juge que c'est une boîte sérieuse, finalement quand quand on dit ok, maintenant c'est possible, et on a choisi Krypton pour opérer le financement, c'est beaucoup plus simple en termes de confiance et d'accessibilité. Donc on s'est vraiment concentré, on se concentre aujourd'hui surtout sur l'écosystème des sociétés. Ok. Euh, je trouve ça intéressant aussi de revenir sur les différents produits que vous avez. Donc, tu as parlé de la place de marché primaire et secondaire. Donc, marché primaire, c'est quand une boîte veut émettre, on va dire, des nouvelles actions. Enfin, là, on parle pas Alors, d'actions, marché mais primaire, c'est quand une boîte souhaite se financer en fonds propres. Et donc, ouais. nous, on va émettre des actifs numériques pour la financer. Le marché primaire entraîne à sa réalisation le départ du marché secondaire, où les tokens émis et donc que les investisseurs ont reçus suite au marché primaire peuvent être échangés entre eux quand ils le souhaitent en euros. Donc ça, c'est notre premier produit qui Et juste finance. pour ça, donc, ça veut dire que moi, par exemple, si demain je me connecte, je me crée un compte, je me fais mon KYC sur Cryptown, je peux acheter sur le marché secondaire toutes les actifs numériques de toutes les boîtes listées sur Cryptown. Alors, il y a des exceptions, puisqu'on a des boîtes, on autorise aux boîtes de faire ce qu'on appelle des primaires et des secondaires en privé. Et donc, c'est via un lien. Donc, elles sont sur notre plateforme, mais elles sont pas visibles. Donc, on ne sait pas Ok, qui ils sont, mais si la boîte vous autorise, vous envoie le lien, vous pouvez y accéder. Donc là, on va dire non, mais sinon, toutes les boîtes visibles sur Krypton, oui. ça marche. Et toujours pour venir, avant de parler, parce qu'il y a plusieurs produits, hein, on parlera après, mais il y a aussi le projet qui s'appelle Cassis, il y a la marque Grise, mais on parlera de ces deux autres produits. Mais déjà, moi, je trouve ça hyper intéressant, le fonctionnement du marché primaire. En fait, c'est quoi le process pour qu'un porteur de projet liste son projet parce que dès qu'un projet se fait lister sur Cryptown, finalement, euh, que vous le vouliez ou non, il y a un peu de votre réputation qui est engagée. C'est-à-dire que si vous listez un scam, forcément, ça va vous retomber dessus. Donc, j'imagine que vous voulez avoir que des projets qualitatifs. C'est quoi votre process justement pour essayer d'avoir les meilleurs projets? Non, tu as tout à fait raison. Donc, le process, il se découpe en plusieurs parties. Donc, on s'appuie. Aujourd'hui, chez Krypton, on est 17 personnes. Donc on a une équipe sales, on a une équipe opération, et c'est l'équipe opération et une équipe marketing, et les trois travaillent ensemble avec les projets. Et quand je t'ai dit qu'au début notre plateforme tech avait été ambitieuse, mais que là aujourd'hui elle est beaucoup plus massive, c'est notamment parce que depuis on a créé une plateforme dédiée aux sociétés en financement. Donc on a un site dédié aux sociétés qui vont faire tout leur parcours en ligne. Et leur parcours, c'est rentrer les informations, c'est payer les frais fixes de due diligence qu'on demande, c'est surtout uploader ces documents parce qu'on va faire une due deal, on s'appuie sur trois partenaires qui sont un cabinet d'avocats, un commissaire aux comptes et une agence de notation qui est Early Metrics pour entre guillemets donner confiance. Et donc on va demander à la boîte plein de documents, tous ces AG, tous ces liasses fiscales, enfin la plupart de ces contrats, vraiment on lui demande tous les docs qu'elle a pour opérer une vraie due deal. Et à la fin, ces trois partenaires vont émettre un avis qu'on va annexer lors du financement primaire aux documents d'information. Donc quand tu vas sur des boîtes qui ont été financées en primaire, tu cliques sur documents d'information et tu vas voir un document d'une entre 30 et 70 pages qui regroupe toutes les informations de la boîte, ses liasses fiscales et en annexe les rapports de ces trois partenaires. Donc c'est de l'autorégulation, c'est-à-dire que personne ne nous a imposé de faire ça, mais pour nous c'était absolument nécessaire puisque c'est en faisant ça qu'on allait donner confiance et qu'on allait éviter notamment d'avoir des projets moins, on va dire moins sérieux. Et j'imagine que ça doit aussi pas mal écrémer. C'est-à-dire que des projets qui auraient été potentiellement partants pour lister, pour se faire lister sur la plateforme, ça doit peut-être les décourager. Et tu as ceux qui ont vraiment envie et qui sont, on va dire, compétents, qui vont faire peut-être le process jusqu'au bout. Alors, j'imagine Alors, que, ouais, c'est sur cette partie, il y a deux niveaux. Ça écrème personne sur la complexité du process parce que notre plateforme elle est quand même, enfin on espère assez bien faite, donc c'est assez clair et on n'est pas perdu, et en plus on a une équipe opération qui a un seul rôle, c'est de tenir par la main, donc on accompagne, mais par contre parfois il y a des refus,
tout à fait. Et ça, on n'y peut rien. Et malheureusement, bah, quand il y a un refus, on demande à la boîte. En fait, il y a deux types de refus. Comme je t'ai dit, il y a trois notations. Donc il y a l'agence de notation, le commissaire aux comptes et le cabinet d'avocat. Donc quand l'agence de notation, elle refuse jamais. Elle donne une note. Et après, nous, on la donne aux investisseurs. Parfois, il y a des très mauvaises notes. Mais on part du principe qu'on donne l'information. Et libre à vous, maintenant que vous avez cette note et leur avis, d'investir ou pas dans le projet. Donc nous, on n'empêche jamais. Mais par contre, on vous la montre en disant, OK, mais regardez bien. Après, Ouais, libre à vous. attention. Mais en tout cas, voilà, Attention. vous allez Mais parce lister que c'est sûr que c'est potentiellement des pas un projets. scam. Non, non, Ouais. une mauvaise note, ça veut juste dire que l'agent de notation considère que bah, Mhm. c'est pas l'investissement de l'année, mais en tout cas, la boîte n'est pas un scam. Donc nous, ça ne pose pas de problème. À partir du moment Mhm. où on vous le dit, bah, on vous donne l'info, bah, libre à vous. Un refus de cabinet avocat, il y a soit un no-go total, c'est déjà arrivé, c'est assez rare, bien heureusement, soit souvent, euh, même dans 85% des cas, bah, comme on a un avocat qui est très bon, qui fait des audits, bah, il donne des recommandations en disant, bah, ok, les comptes ont mal été enregistrés ou l'IP appartient au dirigeant et pas à la boîte, et donc on demande de corriger. Donc on envoie un doc en disant, voici les retours du cabinet avocat et une to-do de comment on fait pour corriger ça. Et souvent, bah, les boîtes se remettent à niveau en termes juridiques grâce à ça. Et ça arrive très 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 souvent parce que c'est compliqué d'être toujours clean à 100%. Et c'est pas grave, et on les aide, et souvent c'est des choses qui corrigent très vite. Et donc très souvent l'avocat a des petites réserves qu'on corrige, et on considère qu'on a de la valeur en fait quand ça se passe, donc on est content. Euh, c'est sûr qu'on les accompagne pour réussir. Et le commissaire au compte, bah lui c'est plutôt oui ou non. C'est quand c'est non, c'est bah, il y a un qui se rush. Et sinon, si les comptes ont été bien faits, pas de problématiques associées, ont été enregistrés, bah voilà, il émet son rapport sans réserve particulière. Ok. Ah, hyper intéressant. Et du coup, c'est quoi le taux de refus à peu près que vous avez Euh, Enfin, je veux bah, dire, en est-ce fait, qu'on est on à a plus ou moins de 50%? Ouais. en fait, comme je t'ai dit, on a un process en plusieurs étapes. Donc, on a les équipes sales, puis les équipes opérations. Donc, on passe dans la main des équipes opérations quand la boîte a payé nos frais de deal, qui sont 3 000 euros hors taxe. Et une fois que ça tombe dans la main de nos opérations, le taux de refus il va être de l'ordre de, je sais pas, 15, 20, 25%. Mais il y a eu en amont des refus parce que les sales n'ont aucun intérêt à vendre une boîte qui va pas passer. Et donc pour plein de raisons, bah, ils font des disclaimers à la boîte sur bah, il va se passer ça dans la due deal. Si ça marche pas, bah, malheureusement on ne va pas pouvoir rembourser les 3 000. Donc vérifiez bien notre process, on envoie tous les docs qu'on va demander en amont, on leur fait bien comprendre tout ce qui va se passer et on leur fait aussi comprendre le fait que bah, pour que le financement marche bien, il va falloir solliciter sa communauté, etc. Et donc nous on essaye vraiment de presque les décourager en avant. Comme ça, on est sûr que quand ils arrivent dans les mains des ops, on a des boîtes normalement très prêtes. Euh, Pourquoi on fait ça? Parce que nous, sur les 3 000 euros de due deal, on gagne zéro. Les trois partenaires se partagent l'intégralité. Et donc, une boîte qui signe la due deal, qui échoue dans les mains de nos opérations, on est en perte dessus, puisque, en fait, elle nous a pas rapporté un centime et elle a fait travailler nos équipes dessus. Donc, nous, on veut absolument avoir des boîtes qui réussissent cette étape et qui réussissent à se financer. Sinon, ça sert à rien. C'est pas du tout logique en termes de business. Donc, on est hyper aligné dès le début en disant, OK, euh, on est transparent avec elle sur est-ce qu'on va y arriver, quelles sont les problématiques associées, comment ça se passe. Comme ça, on s'assure que ça peut être fluide. Ok, ouais, donc elles sont un peu skin in the game là-dessus. Euh, et d'ailleurs, c'est quoi votre business model? Parce que donc, vous prenez quand même à votre charge ces frais. Et j'imagine que le projet qui va postuler, est-ce qu'il paye ces frais-là? Comment ça marche? Alors, ils payent les 3 000 euros de due diligence, donc dès le départ, qui couvrent donc ces trois experts. Et donc, nous, on gagne zéro dessus. Et notre business model, c'est de prendre 6% des montants levés une fois le financement terminé. Donc, sur 100 000 euros, on va prendre 6 000, etc. Et ça, c'est notre seule manière de gagner notre vie sur le primaire. Sur le secondaire, on gagne des transaction fees à chaque échange. Donc, par exemple, toi, tu investis dans des tokens, tu les revends, et ben on va prendre 2% de ce que tu as touché. Euh, et donc, ça, c'est notre business model sur ce produit 1. Après, on a d'autres produits dont tu as un peu parlé qui s'appellent Cassis et tokenisation as a service. Donc, on a un business model un peu différent là-dessus.
Ok. Et bah, parlons-en juste derrière une dernière petite question concernant le marché primaire. Moi, je me demandais si le projet ne lève pas en totalité. Par exemple, je suis un projet, je dis que je veux lever 300 000 euros et admettons que j'en ai levé que 100 000. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'argent retourne aux investisseurs? Je garde l'argent? En fait, il y a deux niveaux. Quand tu fais une opération de financement chez nous, tu vas donner un soft cap et un hard cap. Donc le soft cap, c'est le minimum que tu souhaites lever. Le hard cap, c'est le maximum. Par exemple, si tu dis je souhaite lever 300 000 euros et en minimum, je souhaite lever 200 000, bah 100 000, on rembourse tout le monde. Donc, tout le monde est remboursé. Si tu dis je souhaite lever 300 000, mais 100 000, c'est mon soft cap et donc je les accepterai. Donc enfin, le financement est dit terminé et réussi. Néanmoins, pour la définition du soft cap, nous on s'assure que la logique financière de l'opération est maintenue. Par exemple, si tu dis je cherche 1 million pour créer une usine qui me coûte 800 000, mais je mets un soft à 50 000, bah nous on refuse parce que ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent, tu vois? Ouais. Et donc le soft cap, tu dois l'expliquer. Donc quand tu mets un soft cap et un hard cap assez différents, dans ton process avec nous, tu dois expliquer l'utilisation des fonds au minimum et au maximum. Ça envoie la cohérence. Ok. Et d'ailleurs, vous, en tant que Cryptarn, j'imagine que vous prenez pas de participation dans les boîtes, enfin, vous participez pas à la levée. Non, on prend rien. On s'interdit de prendre. On Ouais. n'interagit pas sur le secondaire. Ok. Et peut-être avant de reparler des autres produits, je voudrais faire peut-être un petit aparté sur la partie réglementation, parce que tu parlais de commissaire aux comptes, et tu me disais en off, c'est vrai que c'est peut-être overkill à cette étape de la boîte, mais que c'était important pour vous d'être à 100% dans les clous et un peu de préparer le futur. Alors, c'est pas de la réglementation, c'est de l'autorégulation, parce que rien ne nous impose de Ouais, prendre un commissaire aux comptes. ouais, Nous, ça a toujours été comme depuis day one, depuis 2017-2018, on s'est dit on veut devenir bourse à terme. Et ben, en fait, la meilleure manière de devenir bourse quand la réglementation nous permettra, ce qu'elle peut nous permettre aujourd'hui, c'est de faire en sorte que on démontre que sur les 4-5 années, sur une réglementation différente, on a été sérieux et on sait ce que ça veut dire d'être bourse. Et donc, c'est pas possible pour nous de dire, OK, aujourd'hui, on profite de toutes les souplesses qu'on peut avoir et donc on fait pas de due deal et quand on sera bourse, on sera sérieux à ce moment-là. Non, nous, c'est de dire, OK, on fait un process qu'on va garder à terme et qui marchera aujourd'hui, qui marchera demain, ça permettra d'avoir une seule tech et ça permettra aussi comme on est dans cette période, comme je t'ai dit, en actif numérique, qui a toujours été une période d'apprentissage tech et de process, bah, ça ne servait à rien de pas faire le truc endgame. Par contre, c'est totalement overkill parce qu'on fait parfois des opérations de 100 000 euros. Et je peux vous assurer qu'il n'y a personne au monde qui fait intervenir un CAC, un cabinet d'avocat, une agentation pour une opération si petite. Nous, on le fait parce qu'on considère que c'est important et qu'il ne faut pas déroger à ces règles-là. ok. Pardon, ouais, juste une autre question d'ailleurs. On parlait de 3 000 euros tout à l'heure de Oui. frais, hein. Si un projet après est refusé, il paye quand même ces 3 000 euros, on est d'accord. Exactement, parce que nous, en fait, il est Ouais. refusé par les experts qu'on a payé pour Oh, émettre bien leur sûr. vue. Et donc, mécaniquement, oui, c'est aussi pour ça qu'on leur explique en amont euh, vraiment bien sur ce process. Euh, Ok. Et d'ailleurs, bon, on en parlera après des metrics, mais parlons déjà des autres produits, parce que c'est intéressant. ouais. Donc, il y avait Cassis, qui j'ai l'impression, de ce que j'ai compris, c'est que c'est pour les collaborateurs d'un projet. Est-ce que c'est une infrastructure pour émettre des BSPCE? C'est quoi le fonctionnement? Alors, Cassis a été une demande d'une société qui est bizarrement, ça n'a aucun lien avec Taco, mais qui s'appelait Eurecab et qui était une application un peu de VTC également. Ok. C'est toujours eux qui nous donnent des idées et qui Ouais. se testent avec nous. Je sais pas pourquoi. Je t'avoue que c'est pas moi qui m'occupais qui me suis occupé d'eux en direct. C'est notre quatrième cofondateur, Arnaud, et que ce soit pour Taco ou Eurecab. Et Eurecab est venu nous voir en nous disant, on aimerait, donc on a 2000 chauffeurs. Notre valeur ajoutée de l'application, c'est nos chauffeurs. Et on aimerait les fidéliser. Donc c'est des chauffeurs comme on peut avoir sur Uber. Et il nous disait, nous, le problème, c'est que nos chauffeurs, ils ont Uber, ils ont un récab, et ils ont les deux connectés, ils prennent la première course, et finalement, ils s'en foutent de récap. Enfin, non, mais un peu. Et, Hmm. euh, et donc, comment on peut les fidéliser pour faire en sorte que ils choisissent les courses Eurecab plutôt que Uber, et finalement, ils désinstallent les autres applications. Ils voulaient faire des BSPCE, parce qu'ils trouvaient la méthode plutôt bonne. Il y avait plusieurs problématiques, notamment les BSPCE ne peuvent pas être distribués à des freelances, donc les chauffeurs
ne peuvent pas profiter de BSPCE, c'est impossible. De deux, même si c'est, même si ça pouvait, c'est très papier, c'est très contractuel. Et déjà, vous avez dans des startups des C-level, je tairai le nom, qui m'ont appelé, qui m'ont demandé c'est quoi un BSPCE, comment ça marche. Et c'est très complexe les BSPCE, vraiment pour plein de raisons que je peux euh, annoncer. Et donc, bah, c'est pas réaliste d'en distribuer à 2000 chauffeurs. Vraiment, c'est pas réaliste. Et même en frais d'avocat, c'était pas réaliste. Donc, l'idée, c'est de se dire comment on peut leur permettre de distribuer de la valeur. Et nous, on avait nos actifs numériques qui circulent, ceux du marché primaire, qui permettaient à des gens d'avoir des tokens sans être actionnaires et avoir accès à de la valeur. Et donc, on s'est dit, OK, il n'y a pas une manière de faire où la boîte va pas venir se financer, mais elle va venir créer un pool de tokens qu'elle va auto-détenir dans le même mécanisme actuel qu'avant. Mais c'est elle qui détient au final les tokens. Et via notre plateforme, elle va pouvoir les distribuer à qui elle le souhaite. À des chauffeurs, à des freelances, à des employés. Donc là, pour se dire, bah, les BSPCE, c'est bien pour les C-level, mais quand je vais donner une valeur moindre, je vais pas payer 3000 euros de frais d'avocat ou je vais pas mettre des process en place, alors que l'idée, c'est juste d'incentiver en masse de le faire, à des clients. On a eu un projet, enfin, on a un projet très pertinent, sauf sur le fait de distribuer des tokens à ses clients. Et pour nous, ça, enfin, c'est vraiment puissant. Et même à ses fournisseurs. Donc, on a créé quelque chose qui permet finalement de distribuer de la valeur à qui on souhaite, selon ses propres envies, et très facilement en ligne, et de manière dématérialisée, même par API ou via notre interface utilisateur. Et donc Cassis a été créé comme ça, et donc depuis on a plein de cas d'usage différents. C'est un produit très nouveau qui ressemble à rien. Et donc nous on adore, et en interne la plupart enfin même 100% des gens chez Creighton l'adorent. La problématique de Cassis, c'est que c'est très atypique, donc personne n'y a vraiment pensé. Donc on arrive en disant aux boîtes, bah, est-ce que vous voulez pas mettre en place des tokens qui vont être liés à votre valeur, que vous allez pouvoir distribuer à qui vous voulez, que ça va pouvoir lier, fidéliser. Euh, et donc, c'est des cycles de vente un peu plus complexes parce que c'est un produit très atypique. Et en plus, nous, on a un business model dessus où l'idée, c'est que ce soit un produit un peu SaaS et donc qui coûte pas cher. Et donc, ça coûte 150 euros par mois pour une boîte de faire un cassis, donc c'est pas grand chose, surtout pour la complexité et pour l'innovation. Et donc on se retrouve à avoir un produit avec une vente complexe qui au final nous rapporte moins que les opérations de financement, mais qui au final est hyper puissant parce qu'il ressemble à rien et quand une boîte le met en place, elle adore. Donc voilà, Cassis c'est très atypique. Ok, c'est hyper intéressant. J'ai l'impression c'est peut-être un peu pareil, peut-être au tout début des BSPCE en France, tout le monde peut-être se posait la question de ce que c'était. Une fois Ouais. qu'il y a eu les premières startups ambassadrices de ce mécanisme, tout après ont suivi. C'est devenu quelque chose d'assez Mais répandu. c'est Peut-être que ça va ça. être la même chose. Bah, nous, le point chez Cassis, c'est que c'est un projet qui marche avec toutes les PME, peu importe Mhm. ce qu'elles font, mais il y a un côté token. Et donc, le côté token, quand on veut se financer, bah, on est prêt à comprendre parce qu'on a besoin d'argent, et quand on a besoin d'argent, on est prêt à beaucoup de choses. Là, c'est tout dans la boîte et ils veulent distribuer de la valeur. Enfin, ils veulent peut-être même pas, mais en tout cas, on leur a dit, est-ce que vous voulez distribuer de la valeur à vos collaborateurs, clients, fournisseurs? Et donc voilà, ça nécessite de creuser, mais sur quelque chose où ils n'avaient pas exprimé de besoin en amont. Donc c'est des choses un peu plus complexes. Mais pour le coup, quand ils prennent le temps, ce qui n'est pas toujours le cas, et qu'ils mettent ça en place, bah, ils adorent. Mais voilà. Et c'est marrant parce que je me dis, est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un travail à faire sur le naming, entre guillemets, parce que voilà, quand tu vas voir un employé, un salarié, tu lui dis, voilà, tu vas être incentivé en BSPCE, il comprend. Là, peut-être qu'il faut un peu, il y a un travail un peu d'évangélisation pour expliquer en quoi ça consiste. Euh, parce que, Non, t'as raison. Enfin, pour le coup, même le nom Krypton, on l'a créé dès le départ avec la vocation. Je sais pas si tu vois notre logo, mais c'est une sorte de petite courbe qui monte, qui représente une ville qui s'urbanise. Donc en disant, bah, le financement, ça crée de l'urbanisation parce que ça crée de l'emploi, etc. Et en plus, ça représente un cours qui monte. Et Krypton, c'est le côté town qui parle des villes qui s'urbanisent et le côté Krypton qui fait un peu référence à Superman et qui fait aussi un peu référence à la crypto. Mais si c'est écrit K-R-I, donc il y a un côté quand même assez loin. Néanmoins, c'est déjà arrivé. Des investisseurs ou des projets, à cause du nom, aient peur et souhaitent pas avec nous. Et nous, on trouve ça toujours
bah, dommage d'avoir, à l'époque, enfin, choisi un nom qui peut faire peur. C'était vraiment pas le but, hein. Et donc, on réfléchit, ouais, à cette problématique. Il y en a qui adorent, hein, par contre, c'est que ça se passe très bien. Mais Ouais. oui, le naming est hyper important sur ces sujets un peu innovants. Ouais, et d'ailleurs, quand je parlais d'Enemic, je parlais surtout aussi ouais, de ce nom Cassis ou peu importe, mais voilà, je pense qu'il y a peut-être un travail de. Pas un travail, mais peut-être qu'il faut. Enfin, euh, ça prend du temps en fait d'évangéliser un nouveau mécanisme. Et d'ailleurs, je trouve ça intéressant. Est-ce que tu peux d'ailleurs, rappeler ce que c'est, ce que sont les BSPCE et. Ouais, avec plaisir. Les BSPCE, c'est des options. Alors, j'ai dit options, mais finalement, ça va peut-être encore moins parler. Donc, c'est un contrat qu'on va donner à un employé qui va dire, OK, l'action de la boîte aujourd'hui vaut 50 euros unité. Je te donne ou je te vends, pas très cher, prenons l'exemple plus simple, je te donne un contrat qui va te permettre d'acheter dans 3 ans, en tout cas à partir de 3 ans, des actions de notre société à 50 euros unité. Alors, c'est ça qui est marrant, c'est que, en fait, quand je te donne le contrat, bah, tu as le droit d'acheter au prix actuel. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais l'idée, c'est de se dire, OK, dans 3 ans, quand il sera activable, parce que tu as une période qui fait que tu peux pas l'activer, donc si l'employé part, il est perd, etc., bah, tu auras la possibilité d'acheter à 50 euros unité. Et donc, si la boîte a triplé de valeur, et donc l'action vaut 150, et ben toi, en activant tes BSPCE, tu vas payer 50 pour toucher quelque chose qui vaut 150. Et normalement, quand tu vas les activer, c'est qu'il y a un acheteur de la boîte, et donc tu vas les revendre tout de suite. Donc en fait, tu vas mécaniquement toucher 100 euros par action, puisque tu vas toucher que le delta. Donc, en fait, c'est bien. Mais si la boîte stagne à 50, ça vaut zéro. Si la boîte perd, ça vaut zéro également, tu vas juste pas les activer. Et donc, voilà, t'es pas actionnaire, tu as un bon qui te permet de devenir actionnaire à un prix fixé en amont. Mais c'est un contrat papier. Et en fait, pendant ces 3 ans, bah, tu l'oublies. Et à la fin, si au bout des 3 ans, bah, la boîte se fait pas racheter ou stagne, bah, toi tu vas généralement les garder, tu vas pas les exercer et tu vas attendre plusieurs années que la boîte se fasse racheter ou qu'il y ait un événement de liquidité pour les exercer. Donc bah, ça peut être très bien. La réalité c'est que dans la grande majorité des cas, ça n'est pas tant que ça, même s'il y a des exceptions et c'est tant mieux, hein. Et c'est toujours complexe à appréhender parce que c'est une option d'achat. Donc, quand je dis le terme option, c'est que sur les marchés financiers, vous avez ce qu'on appelle des calls, qui sont des options d'achat, et c'est le même mécanisme. Et déjà, sur les marchés financiers, on considère que c'est des produits exotiques un peu complexes. Donc, vous l'imaginez bien, si les traders considèrent que les options, déjà, c'est pas hyper simple, un employé d'une startup qui est pas sur les marchés FI, bah, un BSPCE, il a souvent beaucoup de questions. Et au final, bah, le but des BSPCE, c'est de lier quelqu'un à la réussite de sa boîte en disant, OK, si on gagne ensemble. Et donc, pour le fondateur qui les distribue, pour l'actionnaire, il a l'impression de se diluer et de donner vraiment de la valeur à ses employés. Et donc, la valeur donnée, elle est importante. Et souvent, la valeur perçue, elle est faible. Et donc, on a un déséquilibre assez fort où, pour le fondateur, il a l'impression de s'être signé et d'avoir donné un vrai cadeau. Et pour l'employé, bah, en fait, on avait fait des petits sondages, pareil, Cali, en disant, vous préférez recevoir, je sais pas, 10 000 euros en valeur de BSPCE ou 5 000 euros en cash. Bah, tous, c'était 5 000 euros en cash. Parce qu'ils considéraient que, ils ne voyaient pas tellement la valeur. C'était tellement complexe, c'était tellement, s'il se passe ça, s'il se passe ça. Et donc, ça marche pas tellement bien, les Ouais. BSPCE. Trop de conditions. Alors, c'est intéressant de revenir du coup sur votre produit. Moi, de ce que je comprends, c'est qu'en fait, après, il peut être paramétré de plein de façons. Et tu l'as dit, aujourd'hui, il ressemble à rien dans le sens où il peut être manipulé peut-être de plein de façons différentes. Et de ce que je comprends, c'est peut-être que tu peux redistribuer la valeur tout de suite ou plus tard en fonction du niveau de l'action. Et en fait, c'est la personne, enfin, c'est la boîte qui décide. En fait, nous, il est, comme tu dis, complètement paramétrable. Donc, toi, on va te créer un pool de tokens au niveau de la société. Ok. Et après, tu vas pouvoir les distribuer comme tu veux. Donc, le cas simple, c'est par exemple, tu peux dire, je vais le distribuer un token par jour à cet employé. Tu vois. Et quand il reçoit le token, il le possède réellement. C'est-à-dire qu'il peut le revendre. Et ça a une valeur, le token. C'est pas une option. Tu peux le revendre au prix du marché. Et si la boîte gagne en valeur, bah, il peut gagner en valeur également. Euh, Tu peux aussi dire, OK, je te distribue 100 tokens dans 3 ans. Donc ça revient un peu à cette logique de vesting des BSPCE. Mais nous, tu peux vraiment faire des choses où daily, automatiquement par API, ça lui distribue et chaque fois qu'il en reçoit un, bah, il reçoit un mail, il les possède réellement, il peut les revendre, il peut jouer avec, il peut faire ce qu'il veut. Et ça, c'est ce qui n'existe pas.
Ouais. Et en fait, j'imagine qu'après, il y a une plateforme, un front-end, enfin une interface graphique où la boîte peut configurer elle-même les Oui, différentes tout à fait. conditions. Ok. Non, mais c'est vraiment intéressant. Et donc là, j'imagine l'enjeu, c'est vraiment de trouver un peu des startups, j'imagine peut-être des startups ou des PME ambassadrices On de. en a déjà, mais c'est vrai qu'on a tellement de cas d'usage différents que on s'est même plus donné de la tête. On a des cas d'usage pour remplacer les BSPC, on a des cas d'usage pour incentiver ses clients. Donc on a Hmm. République, un réseau social qui a mis en place ça. Et donc quand tu es client de République, enfin quand tu es un utilisateur et que tu vas commenter, liker, partager, donc interagir avec le réseau, tu reçois des tokens et c'est automatisé via API. Donc ça, c'est un cas d'usage qui n'a rien à voir avec Ouais. les employés. Tu as des cas d'usage avec des freelances, des cas d'usage, en fait, tu en as plein. Et donc là, on a déjà des boîtes dans un peu tous les cas d'usage, mais l'idée, c'est de vraiment les construire avec elles. Et parfois, nous, on découvre ces boîtes qui sont plus douées que nous pour dire, bah ouais, mais nous, on veut l'utiliser comme ça. Et donc c'est là où on a, ouais, c'est très, c'est génial, mais c'est à la fois hyper vaste tout ce qu'on peut faire. Et l'idée pour nous, c'est de se focus. Ouais, et justement, j'allais t'en parler, c'est-à-dire que bah là, on parle d'un produit qui est quand même assez différent de la place de marché primaire, secondaire, et en plus, un produit qui permet, avec plein de cas d'usage potentiels, comment vous y prenez justement Alors, pour. c'est différent, mais en termes d'infrastructure tech et nos équipes ops travaillent de la même Oui, manière. ok, Donc, c'est juste le sales et le marketing du produit qui va être différent. Mais sinon, une fois que c'est mis en place, bah, ça rentre dans le même process, puisqu'au final, on va créer ces mêmes actifs numériques, on va rentrer au capital de la société avec notre structure, tout est exactement pareil. Et donc, on arrive, enfin, peut dire ops et infra, ça va. Mais le côté sales, ouais, y a rien à voir. C'est pas du tout les mêmes messages qui doivent être indiqués. C'est pas la même explication. C'est pas les mêmes boîtes. C'est pas les mêmes interlocuteurs. Là où sur une levée, tu vas parler toujours au fondateur. Sur ça, tu vas parler au RH. Mais le problématique, c'est que ça touche quand même la table de capi. Donc, il doit remonter au fondateur. Et donc, c'est différent. ouais, c'est clair. Non, parce que je me dis, par exemple, sur ce projet, ce produit Cassis, c'est qu'en fait, si on prend les BSPCE, c'est tellement déjà un énorme marché. Est-ce que c'est le marché que vous souhaitez adresser ou vous réfléchissez Bah, encore déjà, on se focus sur plusieurs cas d'usage. Le point des BSPCE, c'est quand une boîte a une volonté de faire des BSPCE, souvent elle a déjà mis en place ou elle a déjà avancé. Donc nous, avec Cassis, il faut parler à des boîtes qui auraient aimé faire des BSPCE mais qui jugent le truc pas assez flexible ou qui ont trop d'employés. Donc déjà, faut tomber sur les bonnes cibles. Alors qu'on est sur les autres cas d'usage, bah, personne n'aurait pu les mettre en place sans nous puisque en fait on est la seule solution possible pour les mettre en place. Et donc parfois ce qu'on fait, c'est qu'on réfléchit en disant bah cette boîte elle peut être intéressée par faire ça, 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 et nos sales arrivent en proposant un peu une vision, mais qui souvent en fait est hyper innovante pour la boîte et donc parfois ils adorent, parfois ils disent oui mais c'est compliqué et ça les bouleverse un peu dans leur roadmap. Mais voilà. Ok. J'imagine d'ailleurs que l'interlocuteur, c'est plutôt le C-level ou la partie RH Ouais, pour ce exactement. produit. Ouais. Et bah, parlons peut-être du dernier produit, Tokenization as a Service. J'ai l'impression qu'on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, hein, finalement. Non, c'est pas Non. justement cette infra, par exemple, pour les plateformes de crowdfunding, c'est encore autre chose. Non, c'est encore autre chose. C'est pas, enfin, l'infra pour les plateformes de crowdfunding et pas que, hein. C'est Mhm. quand on sera une vraie bourse, en fait, c'est pas du tout de la marque blanche ni grise. Ouais, C'est vraiment que des personnes peuvent nous apporter des projets qu'on va coter. Mais c'est vraiment en nom propre. ok. La tokenisation as a service, c'était de se dire, ok, aujourd'hui, on est une plateforme de tokenisation en actifs numériques qui accepte des clients européens, qui est régulée en tant que telle, qui s'occupe du primaire, du secondaire, tout intégré. Et on le fait pour financer des boîtes, mais on pourrait le faire pour faire autre chose que financer des boîtes. On pourrait le faire pour, je sais pas, financer la reforestation, pour financer ou pour avoir des tokens qui représentent de l'art, pour avoir plein d'autres cas de figure. Et nous, on veut pas le faire parce que déjà, financer des boîtes, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Mais on se dit, il y a un vrai sort de la tokenisation. Et au lieu que les boîtes qui veulent tokeniser des actifs différents le fassent elles-mêmes et donc aient besoin de rechercher le cadre réglementaire, aient besoin de créer la plateforme technique, aient besoin de demander les cadres réglementaires nécessaires et tout ça, on se dit, bah, ok, peut-être qu'on peut leur permettre d'avoir une offre où ils vont s'appuyer sur nous pour pouvoir finalement tokeniser leur classe d'actifs. Donc nous, on a une offre où on leur met à disposition bah, l'intégralité de notre infrastructure, tech et aussi compliance, pour tokeniser d'autres classes d'actifs. On s'assure néanmoins
préalablement que la classe d'actifs qui veulent tokeniser rentre bien dans notre cadre réglementaire actuel. Et ça, on a une directrice juridique en interne qui s'en occupe. Ok, hyper intéressant. Ouais, donc tu parlais par exemple, ça peut être des forêts, ça peut être de l'art, ça peut être autre chose, mais ok, c'est permettre à des projets qui veulent tokeniser d'utiliser votre infra sans, sans passer d'ailleurs peut-être. Ouais, c'est vrai que c'est un modèle différent du marché primaire, où le marché primaire c'est vraiment pour vendre de l'action, alors que là c'est vraiment pour tokeniser Le des marché actifs. primaire, c'est pour se financer en fonds propres. Ouais, c'est Là, ça. c'est des boîtes qui veulent créer des plateformes de tokenisation Ouais. et qui veulent s'appuyer sur nous pour tout faire. Donc la partie tech, compliance, réglementaire. Et elles vont simplement trouver des actifs et trouver des financeurs. Et d'ailleurs, vous avez déjà trouvé enfin, vous avez déjà des clients sur cette partie-là? Ouais, on a déjà plusieurs, mais un que je peux citer facilement, c'est Fairplayer, qui fait des fan tokens pour club de sport et qui utilise ça. Ok. Est-ce que tu aurais des métriques à partager? Je sais pas, sur peut-être le nombre d'investisseurs qu'il y a eu jusqu'à maintenant, le nombre, enfin, les montants levés, le nombre de projets qui ont levé. Ouais. Alors, on est dans les 6500 investisseurs. 6500, ok. Euh, à peu près, oui. J'ai pas regardé les chiffres cette semaine, mais oui, dans ces eaux-là. On a financé une trentaine de sociétés, ou une partie, comme je disais, en privé, sur la plateforme. En tout, on doit être dans les 4 ou 5 millions de montants financés. Euh, on a eu, je pense, 2000, 3000 transactions en secondaire, ce qui est déjà, je pense, pas mal, parce que c'est des boîtes qui en auraient eu zéro si c'était passé autrement. Euh, Notre plus belle opération, c'était Santexpat, qui était plus de 700 000 euros de financement, ce qui est une Combien, belle pardon? opération en France. Santexpat qui a levé plus de 700 000 euros chez nous, Ah ouais, ok. qui est une belle opération en France, enfin pour du site, donc on est ravis. Euh, la boîte la plus connue chez nous, c'est Leocare, qui est une autre InsurTech. Nous, c'est marrant, on a que les boîtes de VTC ou que des InsurTech, alors qu'on a ouvert à tout le monde, et on est très content. Mais souvent, une boîte contente ramène un peu son secteur. Et Ouais. donc c'est aussi pour ça. Parce que les InsurTech, enfin, Leocare, c'est l'étendard de l'InsurTech en France. Et donc évidemment que tout le monde sait que Leocare a fait une partie de son financement sur Krypton, et donc c'est pour ça qu'on a une aura, on va dire, sur l'InsurTech. Mais c'est ce qui explique cela. Donc les Hawkers, ils sont financés via nous, ils sont toujours présents sur notre plateforme, et donc on est ravis. Euh, voilà. Je sais pas si tu as d'autres questions. Sinon, c'est déjà des beaux chiffres, merci. Ensuite, je te propose peut-être de parler de réglementation, parce que Hmm. vous attaquez, je trouve, un marché qui est très intéressant, donc c'est l'equity, c'est la tokenisation de l'equity. C'est un marché un peu comme l'immobilier, on va pas forcément parler d'immobilier là, mais justement de comment on arrive à tokeniser euh, des boîtes non cotées. Et à partir du moment où on arrive à faire ça, j'ai l'impression que c'est un énorme marché qui s'ouvre, parce qu'aujourd'hui, en tant que particulier, par exemple, c'est très difficile d'investir dans des startups. On a parlé de plateformes d'equity crowdfunding, même des plateformes comme Blast, où ça devient de plus en plus euh, possible. Tu montrais d'ailleurs les limites de ces plateformes-là. D'ailleurs, si tu peux les reciter rapidement, ça peut être cool. Mais surtout, euh, quel est le marché qui s'ouvre à vous? C'est quoi les contraintes réglementaires et comment vous pouvez les détruire, enfin Surpasse. les surpasser, ouais. Alors, déjà, pour rappeler un peu aux auditeurs, la tokenisation d'un actif, en tout cas, moi, je considère que c'est le fait de pouvoir fractionner un actif et de pouvoir faciliter son changement de propriété de manière dématérialisée, sans signer de contrat papier, et de faciliter ses échanges. Et donc, on voit tous l'intérêt de tout ça. C'est, je peux investir 1 euro dans quelque chose, je peux le revendre le lendemain, et en ligne, le fait d'envoyer mon token, par exemple, si toi, tu as un token qui représente, je sais pas, une œuvre d'art, si tu me l'envoies, bah, on a un changement de propriété qui est matérialisé par l'envoi technique. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein, puisque si tu as une œuvre d'art et tu veux me la vendre, on va faire un contrat. Comme ça, c'est ça qui va prouver le changement de propriété. Mais là, le fait que l'envoi de token matérialise juridiquement le changement de propriété, c'est très fort et c'est ça qui fait gagner un temps fou. Ça évite des doubles écritures, ça évite de faire du parallèle. Et on peut tout faire avec la tokenisation. On a créé au sein de l'ADAN un comité de tokenisation que j'ai la chance de présider, qui regroupe plein de cas d'usage différents, qui vont de la tokenisation des instruments financiers à des tokenisations de real world assets, d'immobilier, d'œuvres d'art, de matières premières. Et tout ça avec cette même logique de se dire, OK, on va faciliter la détention, l'investissement, la fractionnabilité, les échanges, les transferts de propriété. Donc ça, pour moi, dans tous les cas de figure, un avantage, c'est qu'on va simplement dématérialiser des process qui jusqu'alors sont très complexes à mettre en place. Euh,
Après, il y a plusieurs typologies de tokenisation. Moi, je considère que on parle de tokenisation quand il y a un marché secondaire et quand on peut acheter et revendre via des plateformes un peu automatisées. Néanmoins, on peut considérer que l'ordonnance blockchain 2018 qui permet à des présidents, j'en ai un peu parlé, de tenir leur registre d'actionnaires sur une blockchain et de la tokenisation. Mais dans ce cas de figure, on reste de mon côté, il n'y a pas de liquidité, ça facilite pas les transactions. Donc voilà, moi je mets ça un peu à part. Euh, donc la tokenisation avec un marché secondaire avec de la liquidité, aujourd'hui, bah, elle est assez complexe en termes réglementaires. Soit on le fait sous le régime PSAN actif numérique, comme on peut faire, comme d'autres peuvent faire, avec toutes les contraintes que ça amène sur le fait que c'est pas des instruments financiers, et donc ça a beaucoup de limites. Soit euh, on le fait dans le cadre de Mika sur de la monnaie, notamment avec les Electronic Money Token. Donc ça permet de faire de la tokenisation d'euros. Et donc voilà, ça va exister dans le cadre de Mika, il y a des projets. Soit on le fait toujours dans le cadre de Mika avec les ART qui peuvent permettre de faire de la tokenisation d'actifs ou des paniers d'actifs de manière assez intéressante et novatrice. Soit la meilleure manière de faire de la tokenisation, c'est de la tokenisation d'instruments financiers dans le cadre du pilote régime. J'en ai un peu parlé. Donc, dans le cadre du pilote régime européen, on peut faire de la tokenisation d'actions, de la tokenisation d'obligations et de la tokenisation de certains types d'OPCVM, donc de fonds. Et avec ça, on fait de la vraie tokenisation. Et on permet de tout faire. Et donc, c'est la tokenisation que vous avez en tête tous et qui permet vraiment une flexibilité totale. Vous êtes vraiment actionnaire, ça se connecte à tout, vous pouvez revendre, etc. Les problématiques de ça, c'est que le pilote régime, c'est pas du tout pensé pour être un comme Psan où on se dit on va avoir 100, 120 acteurs et enfin Psan c'est pas simple du tout, mais c'est relativement acceptable pour une petite boîte. Psan, ça va devenir de moins en moins avec Psan renforcé et Mika. En tout cas aujourd'hui ça l'est. Pilote régime c'est pas du tout le cas. C'est inenvisageable même pour une grande boîte, on va dire souvent de l'être. C'est très complexe, très coûteux, très enfin ça nécessite des exigences prudentielles très importantes qui se comptent en plusieurs millions bloqués. Euh, et donc voilà, on peut faire de la vraie tokenisation, mais pour autant il y a des barrières à l'entrée immenses pour le pilote de régime. Néanmoins, pour nous c'est la meilleure manière de faire, enfin pour nous Krypton. Et donc nous on rentre dans ce cadre-là où on veut devenir infrastructure dans le cadre du pilote de régime pour faire de la vraie tokenisation d'actions de PME et pourquoi pas à long terme s'ouvrir à d'autres typologies d'actifs. En fait, c'est un peu comme dans le monde bancaire, c'est-à-dire que vous allez avoir un peu ce label, cette licence pour le compte des clients qui vont utiliser Cryptown. Et donc, en fait, le fait d'avoir ce label pilote régime, je ne sais pas comment, enfin, d'être compliant Un avec cette agrément. réglementation. Ouais, un agrément. Le fait d'avoir cet agrément, ça dispense, entre guillemets, les projets qui utiliseront Cryptown pour, comme outil de tokenisation de leurs actifs, d'avoir cet agrément. Alors, nous, on sera l'infrastructure et là, on parlera, dans le cas du pilote régime, vraiment de PME qui veulent faire des IPO tokenisés chez nous. Et donc, les projets, ce sera toujours une PME qui veulent se financer ou on a un peu parlé des projets dans l'IMO. On pense que ça peut permettre de faire de la tokenisation IMO. Et donc, on sera la plateforme qui va s'occuper de tout, dont la PME va devoir être compliance avec nos process pour l'appel public à l'épargne lors de l'IPO. Et après, on s'occupera de tout et ça sera à nous de vérifier et de garantir plein de choses. Des conflits d'intérêts, qu'il n'y ait pas de manipulation de cours, que vous êtes bien actionnaire quand vous achetez, que vous touchez bien vos euros, que voilà, le suivi d'informations de la société, etc. Ok. Et d'ailleurs, enfin, vous en êtes où par rapport à cet agrément On a commencé il y a bientôt 18 mois, enfin, pas commencé le dépôt, mais en tout cas commencé à y penser sérieusement. On espère l'obtenir d'ici la fin de l'année. Ok. C'est un agrément d'ailleurs français, européen, Européen. européen. Et ouais, comme tu disais, enfin, il n'y a pas beaucoup moins d'acteurs que des acteurs PSAN qui l'ont. Enfin, c'est beaucoup plus dur en tout cas. Ouais, et je pense que en PSAN, la plupart enfin, je pense que les PSAN ne regardent pas. C'est pas un agrément qui s'ouvre aux mêmes acteurs. C'est vrai que de base, il a été pensé pour pas aux infrastructures de marché. Il s'est ouvert à des nouveaux entrants comme nous. Mais voilà, bon, je pense en France, il va y avoir un ou deux grand max Ok. versus une centaine de PSAN. Et en Europe, il y en aura peut-être une dizaine. Et tu sais d'ailleurs si en France, il y a eu d'autres acteurs qui ont fait cette demande d'agrément, vous êtes les seuls, tu sais Je pas. pense qu'il y en a eu un. Il y en a eu À un, part ok. nous, mais sur un cas d'usage très différent. Donc nous, c'est pour financer des PME et eux, c'est plus sur l'obligataire. Ok. Mais ce qu'il faut, donc, c'est que là, vous êtes en train de construire un setup où vous allez vraiment avoir une énorme barrière à l'entrée
pour venir vous concurrencer, vous serez un peu les seuls sur votre marché. Alors oui, il y aura une énorme barrière à l'entrée, mais qui est une énorme barrière même pour nous aujourd'hui. Donc Mhm. finalement, en fait, Ouais, c'est un peu comme tout ce qu'on fait, c'est tellement nouveau que la concurrence, elle est bénéfique. Et moi, je préférais qu'il y ait plein d'autres plateformes parce qu'il y a tellement de PME européennes qui ont besoin de bien fonds sûr. que même si Krypton, ça réussit au mieux, j'imagine, on financera pas tout le monde. Et donc la concurrence, elle aurait été très 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 bénéfique parce que enfin, elle permet aux gens à qui on parle de se poser moins de questions sur ce qu'on fait parce qu'elle a déjà entendu parler de ça, parce qu'elle fait. Et donc, bon, moi, pour moi, elles sont pas trop bénéfiques ces barrières à l'entrée parce que déjà, elles le sont pour nous aussi des barrières. Et de deux, ben, ça nous demande à nous de faire tout seul avec notre bâton de pèlerin. Et c'est pas simple du tout en parallèle de tout le reste. Néanmoins, c'est le cas. Il y aura des barrières immenses et on pense qu'il y aura pas d'autres infrastructures européennes pour financer des PME à part nous dans ce pilote. Tellement les barrières sont hautes. Ok. Mais ce serait quoi la différence entre maintenant et plus tard? C'est-à-dire que plus tard, en fait, c'est parce que les PME peuvent déjà, entre guillemets, Ouais. lever via Crypto. Ça sera très différent. Techniquement, ça sera similaire, mais les grandes différences, déjà, c'est plus tard, fin d'année, donc c'est pas tellement plus tard, on espère que ça va aller arriver vite. C'est quand vous serez investisseur, vous allez acheter une vraie action d'une PME, elle sera considérée comme cotée, donc elle sera plus non cotée, elle sera Hmm. considérée comme cotée chez nous, ce sera nous qui tiendrons le registre des actionnaires, donc ce sera une vraie action, elle sera éligible au PEA PME, ce sera éligible à tous les avantages fiscaux, vous pourrez assister aux AG, vous pourrez voter, vous pourrez toucher votre dividende, vous pourrez le mettre, en faire comme si c'était, enfin, c'est une vraie action cotée. Donc voilà, c'est juste juridiquement, ce sera pas considéré comme un token, ça sera considéré comme une action cotée. C'est juste que techniquement, on l'a tokenisé. Donc pour vous, bah, vous l'appréhendez comme si vous étiez actionnaire d'une société et vous avez acheté une action via votre compte titre ou via en ligne. Et un autre avantage, c'est qu'aujourd'hui, pour financer une boîte sur Krypton, il faut s'inscrire sur Krypton. Avec ça, non, vous pourrez le faire via votre banque, puisqu'on sera marché régulé MTF européen, et donc on sera disponible chez tous vos courtiers, et donc vous allez pouvoir financer des PME de votre banque sans aller chez nous, et donc sans faire notre KYC, puisque votre banque l'aura déjà fait. Et ça permet donc en termes de distribution d'avoir quelque chose de bien plus puissant. Donc non, ça change vraiment la donne, même si au final, c'est le même métier, mais c'est le même métier dont les efforts sont décuplés. En fait, vous serez un peu l'équivalent d'une bourse finalement. Ah non, c'est pas l'équivalent, c'est un agrément de bourse. On Ouais, serait vous serez une vraie bourse. bourse. Oui, Ok, on serait une bourse. ok, Et même on serait plus qu'une bourse, parce que là, une bourse, c'est un agrément de soit marché réglementé, soit d'MTF en droit européen. Et nous, dans le cas du pilote régime, l'agrément qu'on demande, c'est DLT-TSS, et ça nous donne le rôle de MTF, donc de bourse, et le rôle de CSD, donc j'ai un peu parlé Euroclear. Donc on serait la première bourse unifiée en Europe, tenant le rôle de dépositaire central et de MTF, ce qui n'était pas possible alors sur les marchés financiers habituels. Et donc on serait une bourse plus, j'ai envie de dire. ok. Non, mais hyper intéressant. Est-ce que, bon, la question que je me pose, c'est est-ce que vous voudriez, est-ce que c'est prévu de vendre un peu cette infra de bourse, un peu as a service pour d'autres personnes enfin, d'autres projets qui voudraient se Alors, lancer? c'est très lourd, hein. C'est plus une infra Ouais. qu'une tokenisation as a service, et le cadre réglementaire est très complexe, donc il y aurait pas de marché de vendre ça parce que Hmm. créer une bourse, enfin il y en a deux trois en Europe, il y en Ouais. a pas vraiment beaucoup dans le monde, donc c'est pas comme si tout le monde voulait créer des bourses. Par contre, on se garde la possibilité de vendre cette infra à des pays en voie de développement pour développer leur bourse. Et Ok. donc de dire ok, je sais pas, je suis un pays en voie de développement, j'aimerais bien avoir une infrastructure de marché fonctionnelle qui permet à mes sociétés d'être financé via des asset managers français, européens, asiatiques, américains. Et une bourse actuelle, c'est complexe à mettre en œuvre parce qu'il y a plein d'intermédiaires, ça nécessite une grosse réglementation, etc. Donc on va dire, OK, notre infrastructure est moins coûteuse que les marchés actuels, elle est régulée en Europe, elle fonctionne sur des PME européennes, donc elle peut fonctionner sur vos sociétés dans votre pays, et donc leur mettre en place ça. Voilà, mais ça c'est plus à long terme. Mais moi j'y crois beaucoup parce que tout le monde serait gagnant. Eux ils ont une infrastructure moins chère, résiliente et peu coûteuse, et ça donne confiance aux asset managers, on va dire français ou européens, parce qu'ils investissent via une infrastructure dont ils connaissent l'opérateur qui est une société française régulée en Europe, même si c'est une réglementation différente qui marchera là-bas, et ça permet de s'exposer à des risques pays émergents plus facilement. Tout le monde serait gagnant. Carrément. Je te propose, Marc, de parler, pour finir, de tes différents rôles alors, au sein de la DAN et au sein aussi du comité de tokenisation. Donc la DAN, hein, qui est l'agence pour le développement des actifs numériques. Rapidement, est-ce que je peux te donner, en dire plus sur ton Ouais. implication? Alors, avant d'entrer dans le détail, donc
j'ai la chance d'être le vice-président de l'ADAN, qui est l'association Web3 française. Je suis board member et je suis président du comité tokenisation. Je suis également en parallèle board member de France FinTech, qui est l'association qui regroupe toutes les FinTech françaises. Et je siège dans d'autres associations comme Paris au Place ou l'AFG, l'Association française de gestion d'actifs. Et c'est à l'ADAN que moi j'ai le rôle de vice-président qui évidemment bah, prend beaucoup de temps et d'importance. Et donc, en tant que président du comité de tokenisation, mon rôle, c'est de faire en sorte que la DAN se positionne sur ce sujet, que les membres qui œuvrent dans la tokenisation en France soient dans ce comité et donc dans la DAN et qu'on fasse en sorte que la tokenisation se passe en France. Donc, il y a un vrai sujet de souveraineté, de comment on débloque toutes les choses qui pourraient ou non être débloquées. Et donc, vraiment, l'idée, c'est les missions du comité de tokenisation, c'est déjà expliquer c'est quoi la tokenisation au pouvoir public, aux députés, au grand public. Donc là, on va sortir un guide dessus prochainement. C'est rentrer sur le détail sur comment on peut faire de la tokenisation sur certaines typologies d'actifs, sur des instruments financiers, à plus long terme sur de l'immobilier. Donc vraiment regarder en faisant des guides qui sont pratiquement des modes d'emploi sur le cadre réglementaire, cadre technique, voilà, sur comment on peut tokeniser. C'est de voir et de représenter la France dans des discussions à l'international sur la standardisation des données, des actifs tokenisés. Il va y avoir des règles qui vont se mettre en place au niveau international. Il faut que la France ait un poids. Et si tous les acteurs français se regroupent dans une même asso, dans le comité de tokenisation, on arrive à avoir un poids important, parce que dans les autres pays, c'est souvent pas le cas. Donc on arrive à pousser des standards français qui vont être pérennisés. C'est également réfléchir aux actifs de règlement, des actifs tokenisés. Donc en fait, il y a une vraie complexité sur comment on paye un actif tokenisé. On le paye souvent en euros, mais l'euro, ça peut être l'euro banque centrale, ça peut être l'euro banque centrale tokenisé, ça peut être l'euro commercial, ça peut être l'euro commercial tokenisé, donc EMT, ça peut être des CRT, ça peut être des stablecoins non régulés, ça peut être plein de choses. Donc voir quels actifs de règlement sont compatibles avec quelle typologie d'instruments tokenisés et comment les mettre en place. Donc, il y a un peu de complexité à ce niveau-là. Et c'est à peu près tout comme première mission. Et d'ailleurs, cette activité au sein de la DAN, ça te prend à peu près combien d'heures par semaine? Alors, il y a les activités du comité de tokenisation, mais j'ai la chance de m'appuyer sur des leads de chaque mission et sur une PMO Inès de KPMG qui m'aide beaucoup. Et donc, on arrive à être assez efficace. Donc, ça prend quelques heures par semaine. Et après, mes activités en tant que vice-président de l'ADAN, là, c'est plutôt aider l'ADAN dans certains process internes qui peuvent aider dans l'élaboration du budget à plein d'autres choses et aider la représentation. Donc ça, c'est assez ad hoc, ça dépend des besoins. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, juste ce rôle de président du comité de tokenisation, c'est au sein de la DAN ou c'est quelque chose C'est au sein de l'ADAN. C'est au sein de la DAN. D'accord. Et j'imagine que forcément, ton activité au sein de la DAN a pu aider aussi des changements réglementaires pour Cryptown dans le bon sens, que les deux sont liés ou... Non, pas du tout. Déjà, je suis vice-président depuis assez récemment, fin d'année dernière, alors que toute la réglementation, même le pilote de régime, est voté depuis longtemps. Et nous, chez Cryptown, on a souvent des problématiques très ad hoc, donc je les porte pas l'ADAN, puisque les buts de l'ADAN, c'est que ça représente l'écosystème. Et c'est vrai que nous, on a souvent des choses qui représentent que nous, donc l'idée, c'est pas de tout utiliser l'influence de l'ADAN pour ses propres besoins. Ouais, bien sûr. Donc non, mais très content d'essayer d'aider. Comme j'ai dit en introduction, on a chance Crypton d'avoir toujours des bonnes relations avec les banques avec qui on s'entend bien. Et donc l'idée, c'est de voir comment on peut faire des points avec les institutionnels, comment on peut ramener des banques dans l'ADAN. Et inversement, et voilà, créer un écosystème où finalement tout le monde avance dans le même sens. Moi, évidemment, la tokenisation, ça me parle, et donc faire en sorte que toute la tokenisation avance en France, mais aussi plus globalement le Web3, parce que c'est une technologie d'avenir où ça touche de plus en plus de secteurs de plein de manières différentes. Et l'avantage de la tokenisation, c'est que ça intéresse beaucoup les banques qui ont pendant longtemps été un peu sceptiques sur de la crypto, et donc ça les ramène vers le Web3 et elles comprennent vraiment l'intérêt. Et donc, ça crée des liens, et ça crée des liens forts et ça permet aux gens de discuter ensemble et je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Donc voilà, moi, mon petit niveau de vice-président, l'idée c'est vraiment de maintenir, souder ces liens et faire en sorte que voilà, les gens se comprennent. Et généralement, quand les interlocuteurs prennent le temps de se comprendre pourquoi ce projet a été fait, que ce soit crypto, token ou n'importe quoi, et les banques, que les acteurs comprennent leurs problématiques, et souvent
c'est pas le cas, hein, parce que ça va dans les deux sens, hein. Souvent, les banques comprennent pas les projets crypto, enfin, de plus en plus aujourd'hui, mais à l'époque, et souvent, les projets crypto comprennent pas les aspects réglementaires d'application de la cinquième directive anti-blanchiment d'argent, financement terroriste des banques et tous les process qui peuvent être nécessaires pour s'éviter un nouveau risque qui peut représenter plus le client au début. Bah, en fait, il y a une incompréhension des deux côtés, mais quand tout le monde explique, bah, ok, moi, ma problématique, c'est ça et je veux faire ça et inversement, bah, généralement, ça se passe mieux et ils arrivent à trouver des manières d'avancer ensemble. Hyper intéressant. C'est quoi ta vision là sur la tokenisation pour les prochaines années? Est-ce que tu penses que ça va aller dans le bon sens, qu'il y a quand même encore beaucoup de contraintes réglementaires et que ça va encore prendre du temps, que ça va débloquer aussi le Alors, marché de l'immobilier? euh, déjà, ça va aller dans le bon sens. Il y a plein d'études après. On porte ce qu'on veut, mais il y a plein d'études qui montrent que la tokenisation, ça va représenter des milliers de milliards d'actifs tokenisés d'ici 2030, donc c'est immense. Euh, de toute manière, il y a une marche forcée, puisque aux États-Unis, ils ont mis les bouchées doubles, des banques comme JP Morgan, ils investissent des centaines de millions dans la tokenisation, et donc ça va déboucher dans quelque chose, parce qu'ils font pas ça pour le plaisir de faire de la R&D. La réglementation d'Europe est en avance, le pilote régime est top pour faire de la tokenisation, et je pense qu'il n'y a pas de flou, très peu de flou réglementaire. Néanmoins, comme je dis, c'est des barrières à l'entrée importantes, et donc ouais, il y a des premiers projets qui doivent se créer en prenant le risque de ces barrières à l'entrée, d'être les premiers, et donc d'investir plusieurs dizaines de millions dans ça. Donc ça va être la grande inconnue, c'est combien vont réussir à le faire et qu'est-ce que ça va donner. Que ça permettra de débloquer l'immobilier euh, dans certains cas de figure. Nous, on a un projet dans le cadre du pilote régime de permettre à des foncières d'être cotées chez nous. Donc une foncière, c'est une société immobilière, enfin prépondérance immobilière qui détient un ou plusieurs immeubles d'être cotée sur un marché euh, réglementé au MTF. Et ça, on considère que ça permettra de faire de la tokenisation IMO. Donc on a pour projet de faire de la tokenisation IMO via notre futur agrément de DLT pilote régime. Et donc on pense que ça peut débloquer des nouvelles typologies de classes actives dans l'immobilier, donc répondre à certaines de leurs problématiques. Donc non, je suis assez ambitieux et assez optimiste pour l'évolution de la tokenisation. Néanmoins, je pense que bah, il y a- on en parle beaucoup aujourd'hui et la plupart des projets pensent qu'on peut tout tokeniser facilement. Et il y a beaucoup de boîtes qui se sont créées sur ces idées de tokeniser plein de choses. Euh, Ça, j'y crois un peu moins. La tokenisation sera toujours, je pense, assez complexe à mettre en œuvre et nécessitera beaucoup d'investissement dès le départ. Et donc, je- il y aura difficilement, ce sera difficilement ouvert à des startups, ce sera plus ouvert à des infrastructures, en tout cas, qui vont permettre à des startups dans le futur de faire des projets tokenisés. Mais c'est très compliqué pour une startup de dire, je vais tokeniser ça et je vais tout faire moi-même. Euh, Aujourd'hui, Krypton s'est créé en 2017-2018. On a démontré un peu seul qu'on savait c'était quoi de la tokenisation, qu'on savait financer des PME, plein de choses. J'aurais créé Krypton aujourd'hui avec cette même volonté pilote régime. Je pense que peu de gens m'auraient fait confiance parce que c'est un projet immense et que je pense avoir bien démontré qu'on comprend et qu'on sait dans quoi on va. Mais déjà, même avec toute l'historique qu'on a, c'est compliqué d'amener dans ce sujet tellement il est complexe. Et donc voilà, je pense qu'il y a des énormes barrières à l'entrée qui sont difficilement surmontables pour des jeunes boîtes, c'est dommage. Donc il va falloir s'appuyer sur des infrastructures ou des acteurs comme nous, qui nous, on sera toujours très ouverts à permettre à tout le monde de faire de la tokenisation avec nous. Ouais, ce que j'allais dire, c'est-à-dire que c'est compliqué, sauf si on passe par une solution comme vous, comme Mm. la vôtre, pour C'est tokeniser, ça. quoi. Bah, c'est ça. Mais l'idée, c'est qu'il y en ait d'autres et Ouais, qu'on puisse avoir le choix et que ça sera bénéfique pour tout le monde. top. Merci beaucoup, Marc. C'était un long épisode, hein, mais c'est vrai qu'il y avait tellement de choses à dire que c'était important bah, voilà, d'aller jusqu'au bout des choses. Merci d'avoir tenu à toutes et à tous jusque là. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la page. Et d'ailleurs, Marc, est-ce que tu as un invité, peut-être que, ou une invitée que tu souhaiterais voir sur le podcast? Voilà, tu me prends. Bon, c'est pas grave, tu pourras me le dire en Attends, off. Et... bah, j'aurais dit Fausti, mais tu viens de l'avoir. ouais. Donc, il y a plein de sociétés, mais c'est vrai que, bon, moi, c'est mon truc, mais sur la tokenisation, je trouve intéressant que tu puisses interviewer des personnes d'institutionnels, un peu Ouais. moins start-up. Notamment, je pense aux équipes d'Euroclear que j'adore et qui font beaucoup de projets. Je sais pas si tu serais intéressé, mais Ok. je trouve qu'ils ont plein de choses à dire. Ou d'autres institutionnels qui peuvent présenter leurs projets et comment eux ils avancent. Et ça va donner un autre aspect du Web3 en montrant que, bah, ok, il y a des
grandes boîtes qui ont des projets sérieux, qui amènent beaucoup de valeur sur ce sujet et qui ont des personnes en interne qui comprennent réellement. Parce que souvent, on a l'impression que ils ont des personnes qui comprennent pas les problématiques blockchain, mais honnêtement, c'est faux. Et donc, voilà, ça donne un aspect un peu différent sur l'appréhension du Web3 par les instituts. Carrément, oui, super idée. Écoute, j'espère pouvoir enregistrer un épisode avec Euroclear bientôt. Super, merci beaucoup Marc d'avoir pris le temps. Ça a été un long épisode mais passionnant. Bonne journée.